Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour un nouveau numéro dont refait les médias sur TikTok en live et en replay sur YouTube. Pour ceux qui veulent rattraper ce petit live qui dure toujours un peu, 1 heure et demie, 2 heures. Donc c'est à l'instar d'un podcast, vraiment l'idée de revenir sur les médias, cette semaine de médias, le week-end, les dernières petites infos qu'on a eues, et c'est de prendre le temps d'en parler, d'analyser, de décrypter, d'essayer de comprendre le fonctionnement même des médias, de leur information. Et voilà, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble en venant sur chacun des points et en s'intéressant également voilà, à votre point de vue, à votre opinion, en prenant aussi du recul. C'est un peu l'avantage, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Quand on vient sur TikTok, on a des contenus qui sont toujours très très courts, très rapides à visionner. Ici même, on a du coup la chance de pouvoir faire un live et de pouvoir prendre le temps de raconter, d'expliquer, de raconter les anecdotes, pour ceux qui aiment bien les anecdotes. On verra bien combien on sera ce soir, sauf on va pas être nombreux, on sera une dizaine, une trentaine, une cinquantaine, et ce sera très très bien. Parce qu'on a pas mal de sujets, des sujets certains voilà, sont parfois un peu polémiques, peuvent inviter à vouloir parler politique, et l'objectif c'est de pas parler politique du tout. On parle toujours de politique, tout est politique dans la vie, mais pas de parler de politique politicienne, et donc du coup, typiquement, il y aura un sujet sur Nicolas Sarkozy. L'idée ne sera pas ici de faire un commentaire sur son procès et sa condamnation, mais plutôt de s'intéresser sur sa médiatisation et sur la manière qu'il peut avoir pour se défendre face à l'ensemble des éléments qu'il peut avoir contre lui, face à voilà la manière dont les médias vont évoquer le sujet, vont évoquer Mediapart, vont évoquer justement eux-mêmes le jugement. Donc tout ça, on prendra ce recul-là pour essayer de le comprendre. Alors, au sommaire de ce On refait des médias, on va déjà s'intéresser aux Parisiens. Comme vous le savez, le Parisien, c'est un énorme dossier qu'on a depuis un bon petit moment. Le Parisien, le quotidien que LVMH aimerait céder. Et donc, on verra qui est susceptible de le racheter ou non. Est-ce que Bernard Arnault va vouloir vraiment le vendre? Je vais essayer de vous décrypter aussi tout ce que j'ai pu lire dans la presse, de quelle manière les héritiers Arnault ont envie de s'emparer de ce dossier du Parisien. Et est-ce que c'est bel et bien Vincent Bolloré qui va l'acheter? Comment est-ce que la rédaction va réagir? On en parlera tout à l'heure en premier sujet. On évoquera un autre sujet presse écrite, celui de Valeurs Actuelles et notamment de Pierre-Édouard Stérin qui va récupérer le magazine. Ce journal, ça va être son tout premier titre de presse, ce qui sera du coup assez intéressant de voir ce qu'il va en faire, comment il va le gérer et comment il s'associe dans l'ensemble de son projet, un projet idéologique et médiatique qu'il voudrait mettre en place. En troisième sujet, on va s'intéresser à la folle semaine médiatique de Nicolas Sarkozy. Comme vous êtes nombreux à l'avoir vu, Nicolas Sarkozy a été condamné pour association de malfaiteurs dans l'affaire Kadhafi. Eh bien, il y a eu plein de choses à dire et plein de choses à faire sur cette semaine, sur la manière dont les médias ont pu l'analyser, en parler, les fautes qu'il y a pu avoir dans les médias justement par rapport à ça, mais essayer de comprendre pourquoi on en parle comme ci ici, pourquoi on n'en parle pas comme ça ailleurs. Rappeler aussi les différentes décisions de justice qui sont arrivées par le passé pour mieux pouvoir prendre le recul et pouvoir s'y intéresser. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. On évoquera aussi, important, parce que ça va être un petit moment aussi d'explication du métier de journaliste et médiatique, comment il y a pu avoir une polémique quotidienne lors du procès Jubilard. Ça, c'était la semaine dernière. Bah ça va, comme un lundi. On est là, on fait un petit live, sans pression Thomas, on se fait plaisir. Donc voilà, là on va essayer de mettre le focus sur quotidien et même réexpliquer même comment fonctionne la presse dans un tribunal, lors d'un procès. Salut Marco, tu vas parler de la Starac avec des profs. On peut en parler Marco, après il n'y a pas grand chose à dire à part dire qu'il y a de nouveaux profs. Et savoir voilà, si vous allez regarder ou non, mais on peut en parler. Salut Nia, j'espère que tu vas bien. Donc oui. Et pour terminer le sommaire, on terminera avec le carton d'audience pour CNews en ce mois de septembre, un mois historique pour la chaîne La Fréquence numéro 14, et on regardera aussi les différentes autres audiences.
Ça va très bien, merci. Et moi, Nia, on va dire que ça va. C'est une petite rentrée tranquillou. Demain, je vais faire les 2 premières interviews exclusives pour la chaîne TikTok. Donc là, je vais les tourner. Je vais avoir 2 personnalités qui vont accepter de répondre à mon téléphone, à moi en tant que personnalité sur les réseaux sociaux, en tant que créateur de contenu journalistique. Après, voilà, niveau taf, il n'y a pas grand-chose, mais on continue d'y croire, on continue de postuler, et on se dit, ça viendra un jour ou l'autre. Mais ouais, c'est super chouette, c'est super chouette. Donc, voilà, on va essayer de faire un peu tout ça. D'ailleurs, Nia, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, mais bon, chacun sa rentrée, chacun sa vie, c'est normal, chacun prend son temps. Il faut prendre son temps. On va aborder du coup le premier sujet. Comme j'avais parlé tout à l'heure, et comme je le dis à chaque fois là, comment je m'organise en plein déménagement. Ah, je me disais bien. Le déménagement, ça prend toujours du temps et c'est toujours très chronophage. Comment je m'y prends comme d'habitude lors des lives. Je vous rappelle tous les éléments, tous les tenants et les aboutissants. Je pourrais faire une petite pause pour lire vos commentaires. Et après, on reviendra dessus. S'il n'y a pas de commentaires, je continue comme ça. Alors, il y a déjà quelques mois, on apprenait que Bernard Arnault avait envie de céder le quotidien Le Parisien, un quotidien qu'il a acheté en 2015 au groupe Amaury. Et donc, Le Parisien, ça fait, on va dire, quelques années qui sont en chute financière assez importante. C'est-à-dire que quand Bernard Arnault récupère Le Parisien, ils sont en déficit de 3 millions. Quand il l'a aujourd'hui en 2025, il a une chute d'à peu près 35 millions. Donc on est sur x10 en termes d'endettement, en cas de déficit pour le journal Le Parisien. Donc qu'est-ce qu'il a fait Bernard Arnault depuis plusieurs années? Il s'est mis à faire des plans sociaux avec ses équipes. Il s'est mis à faire des plans sociaux, à essayer de réduire les effectifs, essayer de rediriger vers le numérique, vers de nouveaux pôles. Donc tout ça, c'était des promesses négociées avec les syndicats. Sauf que là, cet été, les rumeurs d'une vente auprès de Vincent Bolloré se sont répétées. Au mois de juillet, dans les colonnes de l'Obs, on apprenait qu'ils avaient déjà passé l'été ensemble au Puy du Fou avec Vincent Bolloré et Philippe de Villiers, que les deux sont très proches, que Vincent Bolloré lui a cédé le Paris Match, qu'en échange, Bernard Arnault, lui, a acheté des pages de pub pour Vincent Bolloré et ses journaux, le JD News. Donc on sent que les deux s'entendent très très bien et que pour Bernard Arnault, il est assez impressionné quand même de voir un Vincent Bolloré capable de faire ce qu'il veut dans ses journaux, Donc tout ça, ça a toujours été pour le moins très complexe. Sauf que, plan social cet été, donc un plan départ volontaire, énormément de journalistes ont quitté la rédaction du Parisien et des CDI étaient promis de la part de la direction, négociés avec les syndicats, des CDI qu'on n'a toujours pas vus et ils attendent toujours à peu près un peu plus d'une quinzaine de CDI dans la rédaction du Parisien. Le souci étant que Challenge a sorti un article il y a quelques semaines annonçant vraiment la volonté de Vincent Bolloré de racheter le Parisien. Donc là, du côté des journalistes du Parisien, ils se disent on a vécu un plan social, on n'a pas les CDI, et en plus, on va vendre le Parisien à Vincent Bolloré, connu pour orchestrer des virages éditoriaux au sein des médias qu'il rachète. Et ça, il s'en cache pas, et il l'a fait à moult et moult reprises. Donc forcément, du côté des journalistes du Parisien, c'est panique à bord. Panique à bord. Jeudi dernier, ils ont voté une grève je crois que c'était à 67-70% des journalistes. Cette grève a eu lieu le vendredi, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas le quotidien, il y avait très très peu d'articles de presse, il y avait le minimum du minimum, pour pouvoir contester contre, la rumeur d'une vente auprès de Vincent Bolloré, et deux, le fait qu'il n'y ait toujours pas de CDI, et se demander, là il lance une nouvelle formule du Parisien, et cette formule du Parisien n'est pas accompagnée d'effectifs pour pouvoir produire de l'information, et parce que l'information, ça a un coût, l'information, ça a un prix. Donc, il va y avoir des négociations encore avec la direction entre celui qui est encore l'actuel patron du groupe Les Échos Le Parisien, Pierre Louette, qui serait sur le départ, selon la presse. Donc forcément, tout ça, ça interroge, ça questionne sur l'avenir du Parisien. Je vais lire vos commentaires et je vous ajouterai après d'autres éléments. Salut Poefab, j'espère que tu vas bien.
Bon, il n'y a pas eu de commentaires, donc je vais continuer. Euh, dans les colonnes de Libération, on découvre que Bernard Arnault n'est plus seul à la tête vraiment de ses entreprises depuis déjà plusieurs années. Il a mis ses enfants, ses héritiers, à la tête de différents pôles du grand groupe LVMH, ultra puissant, international. Il se trouve qu'en plus, voilà, certains, les aînés viennent d'un premier mariage et les plus jeunes viennent d'un autre. Sauf qu'ils portent tous le nom Arnaud. Et donc au sujet du Parisien, c'est un sujet qui revient certainement au déjeuner dominical quand ils se retrouvent en disant bah, qu'est-ce qu'on fait du Parisien, quelles sont les idées, etc. Il se trouve qu'il y en a deux jeunes, Alexandre Arnaud et j'ai oublié le nom du deuxième, Frédéric Arnaud je crois, celui qui est marié avec une chanteuse thaïlandaise. Euh, Eux, ils ont des vrais projets pour le Parisien. Autant les aînés, eux, se disent papa, garde-le, c'est important, c'est essentiel pour la grandeur de la France, le Parisien c'est un quotidien fort, tu as l'argent, on peut conserver le Parisien. Donc ça c'est un peu l'idée des aînés. Mais du côté des plus jeunes, eux ils se disent, mais papa, tu perds de la thune, comme pas possible, enfin pas possible. À l'échelle de Bernardo c'est pas énorme, mais à l'échelle quand même d'une entreprise, perdre 35 millions d'euros par an, avec des plans sociaux mais répétés, c'est assez conséquent. Donc les deux fils ont proposé deux propositions à leur père, deux options. Ils leur ont dit soit un plan drastique, c'est-à-dire diviser par deux l'effectif du Parisien et tout cibler sur comment on appelle ça, tout ciblé sur le numérique et selon eux, diviser par deux, passer à peu près de 400 dont une majorité de journalistes à 200 journalistes pour le Parisien, ça pourrait faire diminuer fois moins 5 les pertes financières du Parisien. Donc pour eux, ils se disent, il y a peut-être moyen là-dedans, ou alors on essaie de céder le journal. Et c'est là où l'idée de Vincent Bolloré est apparue, parce que Vincent Bolloré attend énormément de pouvoir récupérer un quotidien, encore un média, pour pouvoir continuer son emprise médiatique et son idéologie. Donc pour Vincent Bolloré, c'est la dernière pièce maîtresse, le quotidien, le Parisien. Et donc ça, les enfants, ils disent, bah, c'est peut-être le moment de le vendre. Comme ça, on est débarrassé. Nous, on se concentre sur une presse économique. C'est-à-dire que là, on va avoir Bernardo qui va, c'est quasiment fait, hein, mais qui va racheter Challenge, qui a déjà Les Échos, qui a récupéré, je crois, d'autres journaux économiques. Et donc, l'idée pour Bernard Arnault, c'est d'avoir une sorte d'oligopole de la presse économique. Et se délester du Parisien, qui certes a une image populaire, certes est quand même lu en France, hein, ça reste quand même un journal lu en France, soit au Parisien ou Aujourd'hui en France, qui est le même journal, le nom qui change, parce que voilà, on ne vend pas le Parisien à Marseille. Mais voilà, c'est un moyen de se dire, si on le vendait à quelqu'un, mais ils se rendent bien compte que vendre à Vincent Bolloré, c'est faire face à une crise d'image ultra dangereuse. Surtout que Bernard Arnault, voilà, il n'est pas sur une ligne comme celle qui voudrait défendre, celle de Marine Le Pen, typiquement. Voilà, on le sait, c'est un ultra-libéral, donc sa vision n'est pas absolument celle du programme économique du Rassemblement National. Et donc Bernard Arnault n'a pas forcément, lui, intérêt à laisser un quotidien aussi puissant aux manettes d'un milliardaire qui mettrait au pouvoir quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec lui. Ce qui a quand même voilà, une position d'image et une position aussi financière à l'avenir. Parce que avoir un média, c'est quand même avoir du pouvoir, avoir de l'influence, avoir un impact médiatique. Donc, nécessairement, les deux fils se disent, bah, si c'est pas Vince Bolloré, il faut trouver d'autres personnes. Et là, il y aurait une short list de personnalités qui existent, de milliardaires, capables de racheter. Et on retrouve souvent les mêmes noms. Rodolphe Saadé, hein, qui a BFM, RMC, La Provence, donc on aurait La Provence le Parisien, qui a aussi la nouvelle plateforme Brut. Mais il y a aussi Daniel Kretinsky, toujours intéressé par des rachats, celui qui a la tête de Marianne, Franc-Tireur, T18, la chaîne T18 typiquement. On a aussi Xavier Niel qui est le gendre de Bernard Arnault, puisque la fille de Bernard Arnault, Delphine Arnault, et non pas Delphine Arnault, attention, Delphine Arnault, est la compagne de Xavier Niel. Xavier Niel, qui pour le coup est quand même réputé pour ne pas être interventionniste dans ses journaux. Il a des parts voilà, dans Le Monde, là où il essaie justement, lui, de ne pas être trop interventionniste. Donc c'est un profil qui est vraiment différent
d'un Vincent Bolloré typiquement. Et puis il y a le nom de... alors il s'appelle Vincent Chevalier, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. Vincent Chevalier. Attendez, je vais juste vérifier. Parce que j'avoue, je fais toute tête. Hein. Sans ce Chevalier. Est-ce que c'est lui? Le patron? Non. Pascal Chevalier. Pascal Chevalier, voilà. Pascal Chevalier, homme d'affaires à la tête. Pascal Chevalier, homme d'affaires à la tête du groupe Reworld Media. Et le groupe Reworld Media, pour le coup, il est connu pour sabrer dans les rédactions et faire ce qu'on appelle des titres putaclic, ce qui pourrait effrayer certaines personnes. Mais c'est la première fois qu'on entend le nom de Pascal Chevalier, et Pascal Chevalier, ça pourrait être vraiment une très grosse surprise parce que on serait là sur un journalisme low cost. Et donc ça pourrait être très très dangereux aussi, pareil, pour l'avenir des journalistes. Donc les journalistes, ils demandent, les journalistes du Parisien, ils demandent un éclaircissement. Ils se disent, est-ce qu'on va être vendu? Qui sont ces milliardaires intéressés? On voudrait savoir. Et là, la question, c'est de savoir déjà vendre quand. Les premières rumeurs disent quand même que Bernard Arnault aimerait vendre très rapidement. Parce que chaque année, c'est des pertes financières qui s'accumulent. Cependant, on pourrait très bien se dire que, vu que c'est compliqué politiquement, et que lui, peut-être qu'il pourrait toujours garder la main sur l'impact politique à 2 années, là on est quand même 2026 municipal, risque de dissolution, plus 2027 présidentielle, est-ce que c'est le moment de céder le quotidien à un autre milliardaire qui pourrait aussi agir dans ses propres intérêts? Donc cette question-là, surtout que les enfants Arnault sont très proches d'un Sébastien Lecornu par exemple, ou d'un Gérald Darmanin. Est-ce que c'est le moment pour eux de céder le Parisien? Donc tout ça, c'est des questionnements, tout en rappelant que les journalistes du Parisien sont indépendants. Hein. Ils ont du coup ces syndicats qui leur empêchent. Mais avoir un média, c'est quand même pouvoir choisir les dirigeants qui peuvent indirectement influer sur les choix éditoriaux, même si les journalistes dans ces rédactions, et je tiens à le dire et à le répéter, sont indépendants et savent se défendre, croyez-moi, à travers des syndicats, à travers la société des journalistes qui monteront au créneau, comme ils l'ont déjà fait dans le passé, lorsque des choix éditoriaux seront faits, parce que Bernard Arnault l'a déjà fait dans le passé. Là, je crois que j'en ai dit pas mal, je sais pas du tout s'il y a des questions, s'il y a des interrogations, si les gens, ils ont pas grand-chose à dire. Salut Béraud. Salut LFI Moaglo, j'espère que tu vas bien. Salut HD102. LFI, ouais, mais au vu de la concurrence, est-ce que c'est pas genre impossible parce qu'il a un monopole? Alors LFI, j'avais déjà expliqué là, par rapport à Vincent Bolloré, la loi française, en tout cas l'autorité de la concurrence, qui est une autorité pareille indépendante, est censée regarder si l'achat d'une société vient perturber son secteur, surtout d'un point de vue, on va dire, économique. Et donc, quand Vincent Bolloré avait racheté un nombre de magazines de presse, l'autorité de la concurrence était intervenue pour dire il y a trop de presse people au sein de l'escarcelle Vincent Bolloré. Et donc, Vincent Bolloré s'était dit ok, je vends Gala à Dassault pour pouvoir garder Paris Match, ce qu'il a après a vendu. Mais donc, du coup, là, il y aurait un rachat du Parisien éventuellement par Vincent Bolloré. L'autorité de la concurrence va regarder si, dans l'escarcelle de Vincent Bolloré, ça peut poser problème. Est-ce qu'il va devoir céder certains journaux ou non? Mais je pense que si demain, il doit céder le JD News pour avoir le Parisien, il cédera le JD News. Parce que le Parisien a un impact bien plus fort. Donc, oui, c'est possible qu'il rachète, même d'un point de vue de la concurrence. Par contre, l'autorité de la concurrence peut estimer qu'il y aurait un déséquilibre et le forcer à céder certaines entreprises, comme ça a été le cas avec le rachat des maisons d'édition, enfin, via le fait qu'ils sont entrés dans l'actionnariat de Lagardère, il y a une possibilité de pouvoir céder des maisons d'édition. Donc, à chaque fois, c'est pareil dans chaque secteur, chaque marché. Maxou, je me pose la question, il n'y aurait pas une mini-rivalité cachée entre Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin? C'est très intéressant, parce qu'on va en parler juste après de Pierre-Édouard Stérin. Les deux ont des projets éditoriaux, enfin idéologiques, qui sont très proches, Maxou. Tu as raison. À l'instar de Bernard Arnault, qui n'a pas la même vision. Bernard Arnault, concrètement, n'a pas vocation à ce que l'extrême droite arrive au pouvoir. Bernard Arnault a plutôt vocation à ce que la droite
une droite conservatrice, traditionnelle, mais libérale, arrive au pouvoir. Donc c'est pas du tout, il n'est pas sur le même projet que Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin. C'est-à-dire que Bernard Arnault, en soi, lui, on va dire l'immigration, c'est pas sa priorité. Non, lui, c'est plutôt le libéralisme, etc. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt une rivalité possiblement cachée, mais en même temps, ils ont le même objectif. Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin. Donc, peut-être qu'ils s'allieront. Ça reste deux joueurs, deux milliardaires qui jouent au grand Monopoly des médias. Peut-être qu'il y a une mini-rivalité, mais en tout cas, ils ont le même but. Celui de faire arriver au pouvoir soit une droite très conservatrice, soit Éric Zemmour, soit le candidat ou la candidate du Rassemblement national. Et ça, vraiment, les deux s'en cachent très très peu, même si, ouvertement, ils ne l'ont jamais déclaré. Puisque même Pierre-Édouard Stérin, c'était des révélations de l'humanité et du monde qui ont montré le projet Périclès. Saadé n'est pas intéressé. Alors, je pense que tu dis Saadé, pas Saada, Sam. Saadé, si Saadé porte un intérêt. Il faut savoir que, de toute façon, de manière générale, quand il y a une vente, on a tout le monde. On retrouve les mêmes copains, on retrouve la même bande. Il y a toujours le même. Donc, t'as Rodolphe Saadé, t'as Daniel Kretinsky, t'as Xavier Niel. T'as toujours les mêmes. Peut-être que celui qui se positionne le moins, c'est peut-être Martin Bouygues. On pourrait dire c'est Martin Bouygues. Alors, pour William, ça ira soit à Semi, Niel ou Saadé pour 2027. À voir. Peut-être. Peut-être. C'est ton pari. Voilà, Pascal Chevalier, ouais, Maxou, est un grand danger pour la liberté et le droit à l'information pire que les autres. Alors, je sais pas comment est-ce qu'on peut mettre à tel ou tel niveau, mais en tout cas, Reworld Media, moi, je pourrais pas dire que c'est pire que les autres ou danger pour la liberté, mais je dirais juste que le statut des journalistes en place là-bas a toujours été mis en danger par Pascal Chevalier. Maintenant, les rédactions existent, hein, il y a encore des marques, mais par exemple, Science et Vie, il y en a énormément qui ont quitté Science et Vie pour créer Epsilon, un autre magazine. Comme un peu, on fait pas mal de rédac hein, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui change les règles. Maintenant, est-ce que c'est un danger? Est-ce qu'il n'y aurait pas, si Pascal Chevalier rachète tel ou tel journal, est-ce que maintenant, je sais pas, les Parisiens sont forts, hein, ils pourraient mettre des garde-fous pour empêcher ce type de choses d'arriver. À voir. Brise de fer, bonsoir, elle a acheté un club de foot, il ne doit pas avoir peur de perdre de l'argent. Alors c'est différent. Hein. Club de foot, pour LVMH, c'est de l'image. C'est de l'image. Le Parisien, si le Parisien te fait perdre de l'argent et te fait pas forcément gagner en image, c'est moins intéressant. Mais LVMH, dont les héritiers sont fans de football, crois-moi, c'est dans leur intérêt aussi, c'est dans son intérêt d'avoir un club parce que ça permet de rayonner. Quand on voit comment le Qatar arrive à rayonner avec le Paris Saint-Germain, pour LVMH, c'est aussi intéressant. Avoir, du coup, sa marque qui devient aussi populaire, touche un nouveau public. Salut, alors pour Afix, ces gens sont-ils intouchables? Non, ils sont pas intouchables. Ils sont au même niveau de la loi que nous autres. Hein. Par contre, quand tu as de l'argent, tu peux davantage jouer aux petits chevaux, tu peux davantage perdre de l'argent parce que tu peux regagner ailleurs. Mais dire qu'ils sont intouchables, je dirais pas qu'ils sont intouchables. Non. Alors, je pense que Bouygues est plus concentré sur l'avenir peut-être de SFR que sur les médias à l'instant. Oui, tu as raison, Poefab. Oui, c'est à peu près ça pour Bouygues. C'est vrai que pour Bouygues, actuellement, Bouygues est sur plein de domaines différents. Sur la construction, ça se passe très bien. L'immobilier, ça se passe très bien. Opérateurs téléphoniques, ils sont en mutation, parce que les opérateurs téléphoniques, c'est pas les mêmes qu'il y a 20 ans, donc ils sont en mutation. Mais en effet, ils gardent un œil assez important sur SFR pour se dire comment est-ce qu'on peut récupérer. Mais demain, s'ils voyaient une opportunité quelconque, hein, faut pas oublier que TF1 était prêt à racheter M6 il y a quelques temps. Donc, quand il y a une opportunité qui est au niveau de TF1, qui reste quand même le premier groupe média, première chaîne télé d'Europe, voilà, Bouygues, TF1, quand ils font des choix, c'est des choix qui sont toujours stratégiques. Ils sont un peu frileux, mais en vrai, c'est aussi bien de se dire, ils ont la tour TF1 qui est là depuis des années, qui représente quelque chose, et TF1, ça a des valeurs, et je pense que, même si historiquement, on l'a toujours mis à droite, aujourd'hui, ça l'est moins, et on est quand même sur un groupe
qui fait voilà, de l'info et du divertissement pour l'Assemblée avant tout. Donc voilà, ça va être un moyen de pouvoir basculer sur le prochain sujet parce que je vous ai vu d'autres personnes en parler. Pierre-Édouard Sterrin qui s'offre enfin un magazine, son journal. Il voulait un journal, ça fait un moment. Ça fait un moment que Pierre-Édouard Sterrin, ce milliardaire dont le monde et l'humanité ont révélé qu'il avait un projet baptisé Périclès avec pour objectif d'aller chercher une idéologie d'extrême droite claire, nette et faire gagner le candidat le plus à droite possible. Vraiment, c'est un projet qui a été révélé par le monde et l'humanité. Et déjà dans le passé, Pierre-Édouard Sterrin avait essayé déjà de récupérer Marianne, sachant que Daniel Kretinsky s'éloignait de la ligne de Marianne depuis un moment, en se disant bah, j'aimerais bien le vendre. Il a essayé de le vendre. Pierre-Édouard Sterrin était prêt à le racheter. Ouais, il a encore frappé les filles. Il était prêt à le racheter. Et Pierre-Édouard Sterrin, bah, il a dû faire face à une montée des boucliers des journalistes qui se sont opposés au rachat de Marianne par Pierre-Édouard Sterrin. Donc, Pierre-Édouard Sterrin s'est dit ok, on va rester avec mes box, avec la fourchette. Je n'achète jamais à boycotter absolument, tu dis Ben Wood, ok. Mais en tout cas, voilà, il s'est dit il rachète des comptes sur les réseaux sociaux, tac, 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 tac. Il commence à faire son marché, mais un marché numérique. Mais Pierre-Édouard Sterrin, il n'a pas encore de très très gros médias. Il essaie d'entrer petit à petit, actionnaire par actionnaire. Donc il n'a jamais vraiment eu une chaîne, une radio, un magazine très puissant pour avoir un impact. Il a un impact sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il a un impact sur l'économie, mais il n'a pas d'impact direct sur les médias et sa manière d'aborder. Tout comme M6, c'est le seul groupe à ne pas avoir de chaîne info. C'est vrai pour les femmes. Bon, après, il y en a d'autres, mais sur ce qui reste, non, c'est pas le seul groupe du coup. Et donc du coup, je réponds. Graphique qui demande quel média est le plus neutre. Le plus neutre. Alors être neutre, c'est difficile. Il n'y a personne qui est neutre. Mais je vais en choquer certains, mais je te dirais que le média le plus impartial qui existe, c'est le service public. C'est l'audiovisuel du service public. Ce n'est pas le cas, enfin, c'est pas neutre. C'est quand même grandement impartial. On arrivera toujours éventuellement à me trouver des précisions, mais M6 qui fait très peu de politique, mais même M6 a quand même fait des choix dans sa programmation qui font que. Donc c'est très difficile de trouver un média vraiment, je te dirais le plus impartial qui puisse exister, ce serait l'AFP. Et le plus impartial aussi, ouais, ça serait l'AFP, l'Agence France Presse, qui est un média en tant que tel, qui est un média pour les médias. Donc c'est assez important. Valeurs Actuelles, filiale non officielle de CNews pour toi, William. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup qui sont passés par Valeurs Actuelles, qui sont ensuite à CNews. Maintenant, il y en a de moins en moins comme des journalistes de Valeurs Actuelles. À l'époque, oui, c'était parmi les groupes historiques que j'entendais. Ah, ok, oui, bien sûr, pour les femmes. William, M6 et RTL semblent plus neutres que France Télévisions. Oula, non, bah RTL, c'est une couleur quand même. RTL, il y a des voix, il y a des positionnements. C'est c'est comme différent. C'est comme différent. Et donc, je reviens du coup un peu au sujet de Pierre-Édouard Sterrin, parce que bon, on dit Pierre-Édouard Sterrin, c'est pas lui seul qui l'a acheté. Il a acheté du coup, ils vont le racheter, hein, c'est quasiment fait, à la famille Safar, qu'il détient depuis 2015. Et donc, Valeurs Actuelles va être détenue par Benjamin Lacombe, qui est à la tête d'une société d'aménagement paysager, donc vraiment rien à voir, et Pierre-Édouard Sterrin, qui lui vient surtout mettre de l'argent, ainsi que la famille Claude. Donc on a vraiment quelque chose qui est très divers hein, dans ceux qui vont l'acheter. Et ils ont une promesse, celui de changer la ligne éditoriale. Parce que c'est savoir que Valeurs Actuelles était déjà un journal d'extrême droite. Donc avoir un actionnaire d'extrême droite, c'est pas une révolution pour autant. Toutefois, Benjamin Lacombe, c'est lui qui aura la présidence du journal, et non pas Pierre-Édouard Sterrin. Et il a assuré, la rédaction restera au centre de ce projet et continuera à exercer son métier en toute indépendance, avec un trio, avec force, que le rôle d'un éditeur n'est pas d'influer sur les contenus. Et donc, ils ont envie quand même de changer la ligne éditoriale de Valeurs Actuelles en allant davantage vers l'entrepreneuriat, le patrimoine, et surtout donner aux acteurs
pour ouvrir du débat et se refuser à la polémique. Donc on est sur une ligne qui se veut un peu nouvelle, vraiment. Alex Vixoret, qui est l'humoriste de RTL, fait beaucoup d'allusions sur le fait que RTL est plus à droite par rapport à Inter où il l'était avant. Bien sûr, mais RTL c'est plutôt à droite, oui, mais c'est un secret de polichinelle. C'est une droite, on va dire, plutôt populaire. C'est une droite des PME, des petites entreprises, du divertissement, mais ceux qui veulent aussi de la sécurité, mais qui ne sont pas forcément des bourgeois. Donc, le RTL, on va dire, ça quitte les grandes villes, mais c'est très très fort dans les moyennes villes, dans les provinces. Les grosses têtes, c'est là où ça fait son énorme carton. T'as pas vu le nouveau projet de Sterrin du nom du journaliste? Si, on en avait parlé la dernière fois, LFI. On en avait parlé la dernière fois du journaliste de l'Humanité, ouais. Salut Apo! C'est l'heure de la skincare, ouais. Avez-vous entendu Paul Amar? Ouais, alors, Paul Amar, c'est un autre sujet, Jean-Franc. C'est un autre sujet, Paul Amar. Paul Amar, il fait son retour sur les médias Bolloré et très à droite, très 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 à droite. Les complices du mal, acheter le livre. Ouais, bon, de toute façon, il fait déjà sa campagne en presse, mais si j'ai l'occasion, je le lirai, Evan. Pourquoi CNews peut tout se permettre? Tu me demandes, Rafik. Alors, non, CNews ne peut pas tout se permettre. CNews, alors je fais vraiment mon journaliste média qui reste sur le droit. CNews est régi par un cahier des charges signé avec l'Arcom qui l'impose des règles et qu'en cas de manquement, CNews peut subir des sanctions, des mises en garde, des mises en demeure, des sanctions très graves avec des amendes financières, mais aussi la possibilité d'une fermeture, soit ponctuelle, soit définitive. Donc tout est possible. Maintenant, est-ce que CNews peut tout se permettre? Non, il y a aussi le cadre de la loi. La diffamation, les insultes racistes, homophobes, antisémites, etc., 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 ne sont ni permises dans votre quotidien que sur un plateau de télévision. Donc non, CNews ne peut pas tout se permettre. Donc maintenant, l'Arcom est là pour surveiller, pour intervenir et pour regarder. Voilà. Inconnu parisien, pour toi RTL à gauche. Bon, alors du coup c'est ton opinion, c'est-à-dire qu'ils sont ni de droite ni de gauche, mais pour moi c'est plutôt à droite. Une droite Xavier Bertrand RTL, pour toi les films Aglo, ok. Dimitri, mais du coup, Valeurs Actuelles qui bascule en mode entrepreneur et resteront à droite, mais les entrepreneurs. Bah, on va dire que si, à chaque fois vous avez toujours expliqué moi comment je classais hors sujets sociaux, immigration, etc., la droite et la gauche. La droite, on est sur du libéralisme, sur une présence de l'État qui est très faible sur le marché. Alors qu'à gauche, on veut des impôts pour avoir un État qui est fort, un État qui du coup subvienne aux besoins des citoyens. Donc c'est un peu deux visions qui sont un peu différentes. Donc quand je pense à droite pour un entrepreneur, c'est un libéralisme, c'est-à-dire moins de charges, plus de possibilités de lancer sa société, rater, repartir, avoir des prêts, ouvrir les marchés, etc., etc. Donc on est plus sur sur la loi de l'offre et la demande, typiquement, Dimitri. Donc, si on est de droite, voire même si on est vraiment à l'origine, par exemple, de l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen était ultra-libérale, ce que n'est plus aujourd'hui Marine Le Pen d'ailleurs. Mais oui, ils resteront à droite, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont plutôt à droite. Ça fait partie des positionnements globaux, il y aura toujours des exceptions. Donc, en soi, ça correspond plutôt. Maintenant, est-ce que le lectorat, qui est un lectorat d'extrême droite, ça les intéresse vraiment de s'intéresser à l'entrepreneuriat? Ça, c'est un autre sujet. Est-ce que le fait que France Télévisions soit épinglée par la Cour des comptes peut fragiliser Delphine Ernotte? Ouais, bien sûr, Poefab, bien sûr que la situation... Merci, Mère Grand, du 91. Bien sûr que la Cour des comptes fragilise la position de Delphine Ernotte. Maintenant, Delphine Ernotte, c'est la big boss, elle est là depuis un moment, ça fait déjà 10 ans qu'elle est là, elle part sur son 3e mandat, peu de choses pourraient la faire tomber. Soit l'Arcom estime qu'elle a fait des manquements graves en ses qualités de présidente de France Télévisions, et donc là, il pourrait éventuellement l'évincer de son poste, mais par contre, personne d'autre à part elle peut la contraindre à poser sa démission. La seule possibilité, c'est qu'elle ait une porte de sortie. C'est-à-dire que elle vient du privé, hein. Orange auparavant.
Imaginons que une autre entreprise lui dise au bout de 3 ans, bon Delphine, t'es un peu esselé, on t'embête sur la Cour des comptes, tu te fais attaquer de toutes parts, nous on te propose un poste dans le conseil d'administration, là elle pourrait démissionner. Mais à l'heure actuelle des choses, Delphine Arnault n'a aucune raison de démissionner pour elle. Et je pense qu'elle ne démissionnera pas. Donc RTL, Europe 1, RMC sont plutôt à droite. Mais je pense que c'est pas les mêmes droites, William, du coup. C'est pas les mêmes droites. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les auditeurs, d'où est-ce qu'ils viennent, etc. On n'est pas sur la même droite du tout, William. Mais oui, plutôt, on est RMC aussi, on est aussi sur un autre public. Mais c'est pour ça qu'ils se mangent aussi un peu des parts de marché. Hein. Tcha 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 tcha. Salut Thomas, ça va? Tu mettras le live sur YouTube? Yes, je le mettrai sur YouTube. Il n'y a pas de souci, comme d'habitude. On en parlera. Yes, Apo! Elle est où Cachou? Bah, je sais pas, elle me boycotte. Demande-lui de venir. Je pensais naïvement qu'il y avait une limite dans le nombre de mandats pour la présidente. Non, pour les présidents de France Télévisions. Après, pour les femmes, ça change très souvent. Très souvent, les règles changent. Euh, Avant François Hollande, c'était le président de la République qui nommait le président ou la présidente de France Télévisions. C'est Nicolas Sarkozy qui nommait le président, la présidente de France Télévisions. Et donc là, il y avait un choix politique. Et, et d'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle, c'est que aujourd'hui, on accuse Delphine Arnault d'être un choix politique, alors que c'est une autorité indépendante avec des gens nommés par des politiques, mais venant de plein de courants politiques différents, avec un vote tout de même. Alors que le président de la République à l'époque, Nicolas Sarkozy, avait nommé le président de l'époque. Donc tout ça, c'est très différent. Mais le nombre de mandats aujourd'hui, il est quasiment illimité. Mais je crois par contre qu'il y a un âge limite. Il y a un âge limite. D'ailleurs, l'arrivée de ce Canteloup, t'as kiffé ce matin? Ah oui, ouais, j'avais hésité. C'est vraiment, je crois, il a fait une parodie il a fait une parodie de Jean-Jacques Bourdin. Pour toi, Pandora, c'est la droite molle qui vote le M. Macron. Merci Donald Trump Junior de me suivre. J'aime bien. Skyrock de droite ou de gauche? Ah, bonne question, Apo. Bonne question. Est-ce que aujourd'hui les rappeurs ne sont pas de droite? Alors qu'à l'époque, les rappeurs étaient de gauche. Mais je pense qu'aujourd'hui, un rappeur, il est plutôt à droite. Hein. Poefab, à titre personnel, je trouve qu'un troisième mandat à la tête de France Télévisions, c'est trop. Bah ouais, bah faudrait peut-être essayer de faire modifier. Là, c'est pareil, c'est les députés qui votent. Hein. C'est les députés, c'est les lois qui doivent être changées. Ça te concerne une forme d'inertie qui ne peut pas convenir à la rapidité. Ouais, c'est vrai. Des modes d'aujourd'hui. Sarah, les gens de Bolloré attendent que ça, que la présidente de France Télévisions quitte son poste. Oui, oui, alors, il la pousse, hein. Il pousse à démission. Lilian, quel acharnement sur cet avou de dire de gauche? Quel acharnement sur cet avou de dire de gauche? J'ai pas compris ta phrase, Lilian. C'est un acharnement qui a été fait sur cet avou de dire qu'ils sont de gauche, ou c'est un acharnement de cet avou parce qu'ils sont de gauche? Je sais pas, j'ai pas compris forcément ta phrase. LFI. Dites-vous qu'il y a des rappeurs d'extrême droite, mais pour le coup, les rappeurs sont de gauche pour toi. Ok, j'avoue, ça, faudrait faire une vraie étude sociologique. Là, j'ai vraiment donné mon opinion. Je me dis juste que, à l'époque, le rap, ce que représentait le rap, vraiment, si on prend le rap français hein, des années 90, c'était pour dénoncer, ça venait vraiment de la banlieue, ça parlait politique hein, dans le rap, ça racontait aussi une sociologie du quotidien. Et il n'y avait pas forcément d'ambition de faire du fric. Aujourd'hui, on a eu l'impact un peu américain, une américanisation du rap, qui a conduit à un rap presque bling-bling, un peu une starification ultra puissante du rap, qui raconte moins et qui dénonce moins ce qui peut se passer en banlieue que auparavant. Et donc maintenant, on est plus sur quelque chose qui est souvent commercial. L'objectif, c'est d'être le plus puissant sur les plateformes audio, comme Spotify, Deezer, où justement le rap est la première musique écoutée par les jeunes. Et même la première musique écoutée tout court en France. Donc, je dirais pas d'extrême droite, parce que je pense pas vraiment d'extrême droite, mais je pense que si tu leur posais des questions, tu te rendrais compte qu'ils sont peut-être davantage positionnés à droite économiquement. C'est-à-dire vraiment le projet du business, de se faire de l'argent, etc. La Dolce Vita, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on positionne davantage à droite. Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu 10 000 hein, des rappeurs qui sont positionnés politiquement.
Mais là, ça reste encore mon analyse. Hein. Ou Apoétique, bien moins d'engagement chez les nouveaux rappeurs. Oui, c'est vrai, t'as raison aussi, Apo. William, France TV et le château en Dordogne avec piscine, c'est chaud quand même. Bah ouais, ça j'avoue, j'aimerais savoir à quoi servait ce château. Salut Kenza. L'acharnement de dire que l'émission C'est à vous est totalement de gauche. Oui, alors là, si, alors, pour revenir sur ça, en effet, euh, là pareil, qu'est-ce que la gauche? Qui dirige quoi? Qui est qui? Euh, C'est à vous. Est-il forcément de gauche? Mais de quelle gauche déjà? Parce que je crois pas qu'il soit très France Insoumise sur cet avou. Et ce qui serait plus socialiste, mais encore, il critique quand même le Parti Socialiste, où il se moque d'eux également. Après, je tiens à souligner une différence tout de même entre les humoristes et ce qui est dit sur le plateau. Ce que dit Bertrand Chameroy, ce n'est pas ce que dit Patrick Cohen. Donc forcément, il faut mettre quand même une distance entre ces choses-là. Euh, mais moi, je ne dirais pas non plus que c'est à vous et de gauche. Voilà. C'est pour singer les US, tu dis amis. Ok, c'est quoi les sujets du soir? Bah là, on était beaucoup sur les milliardaires, Kenza. Mais après, on va évoluer là. Je réponds un peu aux questions. Gauche caviar pour Brice de Fée. Ouais, je sais pas. Ouais, je saurais pas dire. Parce que les sujets, après, c'est des sujets classiques. Enfin, on peut reprendre des éléments. Pierre Bélanger est sûrement de droite. Ouais, ouais. Pour le coup, pour moi, c'est à vous, c'est plutôt macroniste. Centre droit, du coup, pour toi, LFI. D'ailleurs, je me demande toujours, LFI, Moaglo, t'as le compte TikTok, t'es le CM du, de la France Insoumise, de l'agglomération de mots, ou t'as juste choisi ce pseudo comme ça? Tu vas parler des débuts de Faucine aux enfants de la télé? Non, je vais pas en parler. Après, y a pas grand chose à dire. Ok, d'accord. Ah bah ouais, je me suis pas trompé, du coup, LFI. C'est marrant. On va parler politique sans faire de politique. Ah, on parle toujours politique, de toute façon. Lequel entre quotidien et c'est à vous est le plus à gauche et à droite des deux? Oh, ouais, non, bah, tu demandes des trucs trop compliqués pour les femmes. Non, je vais pas commenter ceci. Mais on va parler Nicolas Sarkozy un tout petit peu. Je vais essayer de vous faire un résumé. Un résumé de la semaine complètement dingo, complètement maboule. La semaine dernière, Nicolas Sarkozy est allé au tribunal de Paris pour connaître, du coup, sa condamnation, ou en tout cas, en fonction du procès qu'il a pu avoir, les résultats de ce procès. Il se trouve que Nicolas Sarkozy a été relaxé de plusieurs chefs d'accusation, mais a tout de même été condamné pour association de malfaiteurs dans l'affaire dite Kadhafi, une affaire révélée maintenant, il y a plus de 10 ans maintenant, par Mediapart. Folie en plateau, sur toutes les chaînes d'information, et là vraiment, j'en exclus aucune. On rappelle qu'il a été relaxé pour minimiser la condamnation de Nicolas Sarkozy. Et quand je dis toutes les chaînes, je dis CNews, BFM TV, LCI, France Info ont tenu une ligne médiatique pour défendre les relax de Nicolas Sarkozy, voire même avoir des personnes en plateau qui très rapidement sous-entendent un complot, sous-entendent une problématique dans le déroulé de l'enquête judiciaire et dans la décision du procès. Des décisions où ils vont même viser les magistrats, la présidente du tribunal. Ces attaques qui seront, on va dire, les plus fortes du côté de CNews, puisque sur les autres antennes, si en effet il y a eu une défense très rapide, que ce soit sur BFM, LCI, France Info, de Nicolas Sarkozy, on a tout de même pu voir au moins une personne en plateau à chaque fois, être d'une opinion différente et de dire, vous estimez que c'est injuste pour Nicolas Sarkozy, moi j'estime que la justice a fait son travail dans son cadre du travail et que s'il y a un souci, il y a l'appel. Et si l'appel ne fonctionnera pas, il y aura la cassation. Mais sur BFM, LCI, France Info, il y a toujours eu cette personne-là en plateau. Parfois, elle était minoritaire. En tout cas, sur le plateau de CNews, c'est notable, c'est vérifiable, on peut le montrer. Une seule ligne était
autorisée à l'antenne de la fréquence 14 était celle de défendre Nicolas Sarkozy sans prendre au magistrat, sans prendre à la présidente du tribunal, sans prendre une sorte de complot contre Nicolas Sarkozy, contre le pauvre Nicolas Sarkozy qui n'aurait rien fait, et de reprendre les vocables qui ont été entendus par la suite. C'est-à-dire, lors du procès, il y a eu une phrase qui a été tenue, qui a été énormément répétée sur les médias bollorés. Dans les autres médias aussi, d'ailleurs. C'est un propos d'un président du tribunal qui dit « Il est probable que le document, la note de Mediapart, soit faux. » Très intéressant, parce que « il est probable qu'il soit faux » n'est pas « ce document est faux ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à l'instant où ils ont eu le document, ils n'avaient pas la possibilité de savoir s'il était vrai ou faux. Et donc le doute persiste. Le problème, c'est que là où on avait un doute, une probabilité, c'est transformé à l'indicatif. Ce document est faux, l'article est mensonger, et on est arrivé dans une folie médiatique où Alain Finkielkraut dit que c'est Mediapart les menteurs, Mediapart qui doit être poursuivi, Mediapart qui doit être enfermé en prison, où on a Nicolas Sarkozy qui dit que c'est un faux, alors que, et c'est ça qui est important de le rappeler, Nicolas Sarkozy avait déposé plainte contre Mediapart pour dire que ce document était faux. Premier jugement, non-lieu. Cour d'appel, non-lieu. Cour de cassation, valide officiellement le non-lieu en faveur de Mediapart, qui du coup indique non pas que le document est vrai, mais que le document n'est pas faux. Ce qui est assez important, c'est-à-dire que d'un point de vue de la justice, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce document est faux. Et c'est là que c'est assez intéressant, c'est que Fabrice Arfi, qui est à l'origine de cette enquête, qui est peut-être même le meilleur journaliste qui existe au XXIe siècle, réellement, qui a une carrière impeccable, une diction parfaite, une explication de son métier lisible, eh bien, il est venu en plateau pour expliquer ce qui est faux. Ce qui a été justement montré, c'est qu'on a un doute sur les dates du document. Non pas sur la véracité des propos du document, mais sur les dates du document. Ce qui, du coup, ce doute ne permet pas de dire que le document est vrai ou que le document est faux. Et donc, cet argumentaire a été pris. Il y a eu énormément de débats, la folie, la semaine médiatique. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, parce que je vois déjà les fans de Sarkozy, je n'ai pas encore lu les commentaires, je les verrai après, mais les fans de Sarkozy débarquer et me dire « Ouais, mais ça c'est parce que t'es qu'un sale gaucho. » Non, non, non. Nicolas Sarkozy et vous-même avez le droit de penser que qu'il est innocent, puisqu'il a fait appel. Donc, s'il a fait appel, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy conteste sa condamnation. Il conteste sa condamnation. Donc, s'il conteste sa condamnation, c'est normal. Et là, on a le droit d'avoir cette opinion-là. En revanche, d'un point de vue du pluralisme des opinions, qui est imposé par l'ARCOM, imposé à l'ARCOM à toutes les chaînes qui existent d'information, et même à Gulli, eh bien, on est obligé d'avoir le pendant de l'opinion qu'il a pu avoir. C'est-à-dire que sur CNews, il devait, quoi qu'il arrive, avoir quelqu'un qui vienne dire « Non, moi j'estime que la justice a bien fait son travail parce que tel point. » Donc, en gros, moi je suis pas en train de vous dire que il est coupable, il est innocent. J'ai mon opinion et c'est la mienne. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas eu de contradictoire. Et je passe mon temps à expliquer qu'on a besoin d'un contradictoire sur les plateaux pour pouvoir avoir cette liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est de pouvoir dire j'estime quand même que pour moi il est innocent et il a contesté la décision, et ça tu peux le dire, mais par contre en face il faut avoir le pendant, parce que sinon si tout le monde est dans cette même lignée, on en arrive comme un outil de propagande, que ce soit d'un côté comme de l'autre de l'opinion, mais avec une seule opinion, on se dit la personne elle est innocente ou elle est coupable. Ce qui est important de rappeler aussi, et Apo, je sais plus si c'est encore dans le live ou pas, mais elle me l'a toujours répété, et même les journalistes, c'est une vraie problématique. 95% des personnes qui ont parlé de la condamnation de Nicolas Sarkozy n'ont pas lu le dossier. Ont pris uniquement ce qui est ressorti dans la presse et se sont fait une opinion pour contredire ce qui est sorti dans la presse
à partir de rien. C'est-à-dire à partir éventuellement de propos tenus sur certains médias, mais non pas de leur propre lecture du dossier. Et ça, c'est problématique. Parce que du coup, on se fait une opinion, non pas à partir de dossiers pour essayer de comprendre comment l'enquête a été faite, pourquoi est-ce qu'il a été condamné, quelles ont été les motivations qui ont conduit à lui mettre 5 ans de prison aussi rapidement. Tout ça, personne s'y intéresse. Mais on préfère être sur l'émotion de se dire « Mais c'est honteux, on en met... » Vous vous rendez compte, un ancien président de la République? Non, c'est le fonctionnement de la justice. Maintenant, si vous voulez contester même le travail journalistique des journalistes qui sont allés sur place, etc., qui ont rapporté le procès, lisez le dossier. Lisez le dossier. Mais sinon, c'est votre opinion, mais votre opinion, elle ne pourra pas être basée juste à partir de « Ah mais non, mais ça se fait pas, il est gentil, il a quand même aidé pour la France. Quand même, mince, quand même, s'il vous plaît les copains. » Je vais lire vos commentaires et on continuera après, parce qu'il y a évidemment d'autres éléments à préciser. On était un peu dans le sujet, c'est pour ça que j'étais un peu... D'accord, ok, d'accord, je comprends pour les femmes. Il a pris 5 piges, Nico a pris du ferme. Parce que j'étais obligé de le faire. Thomas, pourquoi chaque opinion, chaîne, programme doit toujours être identifiée de gauche ou de droite? Je suis d'accord avec toi, Thomas. Je suis d'accord avec toi. Ça devrait pas. En fait, le truc, c'est que un média n'est même pas censé être d'une couleur politique. Média audiovisuel déclaré auprès de l'ARCOM. N'est pas censé avoir une couleur politique. Donc, mécaniquement, on ne devrait pas mettre de gauche ou de droite. Et quand on regarde, il devrait y avoir un peu de gauche, un peu de droite. Ça devrait être un équilibre. Donc, avoir un éditorialiste qui soit de gauche, un autre de droite, créer du débat et pouvoir s'informer. Maintenant, il y a les médias Bolloré qui sont venus casser cette dynamique-là. Le souci, c'est qu'il a été prouvé que le document de... Voilà. Excuse-moi, je pouvais Fab, je suis désolé. Je file, je vais lire. Merci, ciao, Apo. Que dire de Karine Le Marchand? Ouais, ça, Karine... Et voilà, typiquement, Karine Le Marchand, ça, c'est intéressant. À quoi ça sert, ce qu'elle dit? Est-ce que Karine Le Marchand est une journaliste polyjustice? Est-ce que Karine Le Marchand a lu le dossier? Je ne crois pas, et donc du coup, là, typiquement, on sent que, voilà, elle se sent proche de Nicolas Sarkozy, mais il faut pas faire ce type de propos-là. En plus, elle le dit elle-même, elle y interroge des politiques, donc remise en question de la justice, contestation d'une décision, ok, mais c'est surtout, qui es-tu? Enfin, à ce moment-là, qu'aurait-on dit d'un animateur qui aurait dit, bah non, cette décision, elle est normale. En fait, ça paraît un peu surprenant. Il aurait accès dans la totalité des accusations, mais condamné pour association de malfaiteurs. Du coup, c'est pas la totalité des accusations s'il est condamné pour association de malfaiteurs pour les femmes. Association de malfaiteurs détournée car c'était pour interpeller des malfrats avant l'acte. Mais association de malfaiteurs quand même. Parce que ça aurait pu le justifier si au moins un des autres chefs d'accusation. Non mais, pour les femmes, je pense que Voilà, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais là, du coup, c'est ton opinion. Mais en fait, il faut imaginer qu'il y a eu 12 ans d'enquête judiciaire, 12 ans qui ont mené, du coup, à cette décision, qui ont pu motiver le fait que, il y a eu association de malfaiteurs. Le reste, ils n'ont pas réussi à le prouver. Le danger quand on fait appel, c'est que l'enquête est refaite, et on peut prendre plus cher encore. Hein. C'est parfois le danger. Ils n'ont pas eu le procès verbal du procès, et ils répètent les éléments de langage de Sarkozy pathétique, tu dis LFI, mot aglo. Après, on peut avoir chacun son opinion, il a sa défense. La seule chose, c'est que on ne peut pas contester l'association de malfaiteurs. Enfin, on ne peut pas contester le fait qu'ils en sont arrivés là. On ne peut pas dire qu'ils l'ont inventé. Excusez-moi, c'est ce que je veux dire. On ne peut pas dire que la justice a inventé une association de malfaiteurs pour pouvoir le faire tomber. Non. Ils en sont arrivés à une conclusion d'association de malfaiteurs. Et par contre, ils n'en sont pas arrivés aux autres conclusions. Mais on peut contester l'association de malfaiteurs, pour X raison, en estimant que la justice s'est trompée dans son enquête, et une erreur d'une enquête, ça arrive, évidemment. J'essaie d'être bien précis. Hein. On ne peut pas dire que c'est un vrai, mais on ne peut pas dire que c'est un faux. Alors, pour Cookie seulement, hein. Sarkozy est un bandit, il faut carrément une infographie pour expliquer ses démêlés avec la justice. Ok. François, tu oublies toujours de préciser que les contradictoires refusent de venir sur CNews.
Sauf qu'en fait, François, le truc c'est que sur CNews, si tu viens, tu te fais insulter, on t'empêche de parler, on te coupe la parole. Ensuite, ils ont l'obligation, même s'ils ont personne en plateau, de préciser le contradictoire. C'est-à-dire de, par exemple, diffuser un extrait de Jean-Luc Mélenchon qui viendrait contredire ce qu'ils ont dit en plateau. Et le retour Jean-Luc Mélenchon, ils ne peuvent pas dire ce qu'il vient de dire, c'est complètement faux. Bah non, et ça, ils peuvent pas le dire parce que du coup, une opinion qui est complètement biaisée. Parce qu'il n'y a pas de contradiction. Ils devraient dire, bah voilà, Jean-Luc Mélenchon n'est pas d'accord avec vous, on vous le fait écouter. Et Pro le fait de temps en temps. Le fait de temps en temps, parce que je sais qu'il est très malin. Mais ils ne le font pas sur toutes les tranches. Et n'était pas au procès, exactement. Sarkozy. Yes, Julie, t'as tout dit. Sarkozy est même défendu sur Fun Radio par Hanouna, Bruno, Guillaume et Palais. Alors, j'ai pas écouté sur Fun. Plus de 6 millions d'euros sortent de Libye et arrivent en France et ensuite disparaissent. Ça, après, là, je dis sur le fond du sujet, je vais pas faire de commentaires. Salut, Erwan. Je vais regarder Loustic, t'en fais pas. Wars, France Télé, France Inter a toujours été de gauche. Ouais, Wars, je sais pas. William, le Marshall, les Bad Boys. Ok. Brice de fait, est-ce qu'il y a des preuves qu'il était au courant de ce qu'ont pu faire ses collaborateurs? Là, c'est sur le fond du dossier. Oui, mais pourquoi il prend le maximum sur cette peine? Et pourquoi pas? En fait, au bout d'un moment, là, pour le coup, c'est une application des peines. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy ne peut pas prendre le maximum? Au nom de quoi? Salut Manzouana. Pour moi, ça, il mérite de prendre. Non, les filles, faut pas. En tout cas, moi, je dis juste que toute personne, du coup, qui est condamnée au vu de la loi, doit suivre les décisions de la loi. D'ailleurs, notons que au procès, ils ont été pour le moins sympathiques avec lui, puisqu'ils ne lui ont pas mis les menottes. Ils auraient dû lui mettre les menottes. Pour continuer encore sur la petite histoire, pourquoi est-ce que CNews, Europe 1, le JDD ont été aussi cléments avec Nicolas Sarkozy? Ok, il y a la ligne politique. Ok, il y a l'idéologie. Ok, Nicolas Sarkozy est un grand ami de Vincent Bolloré. Mais il y a autre chose. C'est que Nicolas Sarkozy, c'est leur patron. Nicolas Sarkozy est administrateur du groupe Lagardère. Lagardère qui appartient au groupe Vivendi, Bolloré, Canal, etc. Ça fait partie des antennes. C'est Europe 1, l'un de leurs boss au conseil d'administration, c'est Nicolas Sarkozy. Eh ouais, bonsoir. Avec Carla, c'est du sérieux, avec Europe 1 aussi. Parce que quand Vincent Bolloré a fait une offensive pour récupérer Lagardère, bah, il avait le lieutenant Nicolas Sarkozy qui était avec lui. Et le lieutenant Nicolas Sarkozy, il l'a aidé. Et il est resté au conseil d'administration. Donc ça veut dire que Europe 1 ont commenté une décision de justice, ont même contesté une décision de justice concernant l'un des administrateurs du conseil d'administration du groupe Lagardère. Incroyable. C'est quand même assez particulier parce qu'en soi, ils ont le droit d'en parler, c'est normal d'en parler. C'est l'ancien président de la République, c'est un sujet qui a été international. En revanche, l'honnêteté intellectuelle aurait été de préciser que Nicolas Sarkozy est administrateur du groupe Lagardère. Le groupe Lagardère, détenu par le groupe Vivendi, qui détient CNews Europe 1. Ah, ça, c'est assez intéressant. Notamment quand on voit que où est-ce que Nicolas Sarkozy a fait son interview, parce que tout le monde m'avait dit, on m'a appelé, on m'a dit, il sera sur TF1, il va toujours sur TF1. C'est vrai qu'il est pote avec Martin Bouygues. Mais là, il n'a pas été sur TF1. Bon, déjà, il est parti au Parc des Princes, il est parti voir le sacre de Ousmane Dembélé, il a vu une femme noire, il a cru que c'était la mère de Ousmane Dembélé. Sartek Nico, hein. Et d'ailleurs, je crois que pour aller je suis même pas sûr qu'au Parc des Princes, c'est Nico qui paye. Journal du dimanche, interview fleuve, défense, voilà, sans contradiction, ultra complaisante pour le coup. Attendez, mon petit devoir. Interview ultra complaisante. Où ça? Dans le journal du dimanche. Journal du dimanche, qui est du coup a
interroger l'un de ses boss. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est comme, voilà, demain, on aurait Delphine Arnaud qui serait allée au micro de Léa Salamé pour venir se défendre. Mais du côté de CNews et Europe 1, ils auraient crié au scandale. Et ça aurait été légitime, là, pour le coup. Mais là, c'est Nicolas Sarkozy qui va dans un journal où il est lui-même administrateur du conseil d'administration. Waouh! Waouh! C'est incroyable. C'est assez fou. Et d'ailleurs, ça se répète, hein, ils sont en boucle depuis même ce matin, toute la journée, encore. On retrouve tous les mêmes arguments sur les groupes des médias Bolloré qui sont identiques, sans contradiction, sans nuance, et dans un seul objectif. Là, maintenant, c'est défendre Nicolas Sarkozy. Ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Surtout que ces mêmes personnes ont visé les magistrats. Ceux qui disent, oui, on nous a mis une cible sur le dos. Pascal Praud, il va encore au restaurant. La présidente du tribunal, certains magistrats, leurs identités ont été révélées et ils sont menacés. Et il a fallu attendre. 2-3 jours pour que l'Élysée réagisse. Il y a quelque chose où, médiatiquement, on n'a plus pied sur terre, vraiment. Et c'est extrêmement dangereux pour la justice, pour ce qu'a pu faire, parce qu'heureusement que Fabrice Arfi vient expliquer son travail quand même, parce que c'est lui qui a fait les enquêtes de Mediapart, comment ça a fonctionné, etc., pour venir expliquer que non, Mediapart n'a pas menti. Non. Lui, il défend son travail, il dit Mediapart n'a pas menti. Contrairement à ce qu'on essaie de faire croire. Et en fait, la force, et c'est comme un peu aux États-Unis, c'est la post-vérité, peu importe, merci Libre Média, peu importe si ce qu'on dit est vrai ou faux, l'objectif c'est le message qu'on veut faire passer. Parce que le temps où il sera débunké sur une autre chaîne, sur une audience qui sera différente, pas auprès du même public, le mal est fait. Le mal est fait. Et c'est ça vraiment le danger tout de même. Tout est bancal après tant d'années, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas si bancal que ça. En vrai, la décision était claire et nette. Yep, salut William. Merci Libre Média pour les petits cadeaux. Super gentil. L'imitation est tout à fait sympathique. Avec Carla, c'est... Bonjour Kenza. Ça me fait plaisir de vous voir. Sarkozy, c'est un patron du groupe. Ouais, exactement. Koé, t'es plutôt sympa avec Sarkozy sur Europe 2. J'ai pas écouté sur les musicales. J'avoue que j'aurais dû faire un zapping musical. Ça aurait été incroyable. Comment les musicales s'y mettent. Mine Blow, clairement. Petit Ginger. Il mérite sur autant de peine que d'années présidentielles qu'il a triché pour être élu président. Alors, il est présumé innocent puisqu'il fait appel de l'ensemble des condamnations qu'il a eues. Donc il est présumé innocent et moi je ne pourrais pas m'avancer autrement là-dessus. Mais en effet, il y a l'affaire Big Malion, etc. Manzouana, il y a eu des virements en provenance de Libye, mais l'argent, on ne sait pas où il est. William Lagardère détenu par le Qatar également. Vous êtes dans le droit. Alors, moi, je ne suis pas dans le droit directement. Moi, je suis dans les médias. En revanche, j'ai beaucoup de journalistes police-justice qui m'ont expliqué, j'ai lu et j'ai des amis avocats qui m'ont expliqué aussi. C'est pour ça que je m'en arrête là où je m'avance. Mon cher Santiago. Mais c'est vrai que le droit des médias, ce serait ultra intéressant de creuser, on en fera un spécial. Pascal, salut, est-ce que Nicolas Sarkozy et Cyril Hanouna sont vraiment amis ou il a des intérêts? Ah ça, je sais pas. Je pense oui, c'est possible. Vous faites les médias ou la justice? Alors je refais pas la justice, non. Hanouna, lui, fait souvent éloge. Après, je pense qu'il doit peut-être se connaître au Paris Saint-Germain, vu qu'ils y vont souvent. Sarko a fait des dingueries. Bismuth, Big Marion. Manzana, ok. Ça, pareil, c'est les affaires qu'il a eues. On attend encore la confirmation de la justice sur ces sujets-là. En parlant de post-vérité, je vous invite d'écouter Clément Viktorovitch qui parle bien de ce sunet. Ok. 10 ans d'enquête, Philippe Tiginian. Ouais. Salut Libre Média. Manzana, Monsieur Pro est un partisan et un imposteur qui n'a pas objectif. Pour toi, Manzana. Prise de faire la peine de 5 ans, on va dire que c'est pour récidive sur cette affaire CDG. Je crois que vous vous rendez pas compte. J'entends que c'est léger. J'entends que 5 ans, c'est beaucoup, etc. On parle d'une affaire où il y a eu des discussions avec des terroristes qui ont tué un nombre de personnes plus large que le Bataclan, 170 morts, des échanges avec
des proches d'un dictateur. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la dinguerie du dossier. Je l'ai pas lu tout le dossier, j'ai lu Mediapart, j'ai écouté ce qu'a pu dire Fabrice Arfi. Je crois qu'on ne se rend pas compte que sur cette affaire, le fond du fond, c'est-à-dire là, comment ça s'est passé, quelle responsabilité a eu Nicolas Sarkozy là-dedans ou qu'est-ce. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy le dit, hein. Lui il dit, moi j'étais au coin de rien. Voilà. Mais ça veut pas dire que le fond, c'est quand même des discussions avec des terroristes libyens. C'est un peu comme dans Retour vers le futur, je crois, c'est ça, il y a des terroristes libyens au début. Je crois qu'on se rend pas compte pourquoi c'est aussi grave. C'est pas une association de malfaiteurs de ton quartier. Là, quand même, la classe, Carla, en enlevant la bonnette. Oh, la classe, non, c'est pas la classe. Moi, en vrai, je trouve que ceux qui disent la classe, c'est ridicule. Moi, là, honnêtement, j'ai trouvé ça ridicule. Du coup, tu t'en prends à la presse. Parce qu'il y a un média qui a bien fait son boulot, on le retire la bonnette. Moi, j'ai trouvé ça ridicule. Toi, peut-être, tu trouves que c'est la classe. Je trouve ça un peu ridicule, du coup, de s'en prendre, à une bonnette. Non, mais de s'en prendre aux médias et de cette manière. Vraiment. Qu'aurait-on dit si Jean-Luc Mélenchon était sorti d'un procès où il avait été condamné et il aurait arraché la bonnette CNews? Et Macron, avec l'affaire Uber, il peut aller au tribunal après son mandat présidentiel. Je suis pas assez au fait de cette histoire, Pascal. On fait du droit dans l'étude journaliste? Ouais, en tout cas, moi j'en ai fait. Je sais pas si toutes les écoles en ont fait, mais j'en ai fait en première année. On avait des cours chaque semaine. J'ai eu un excellent prof d'ailleurs, qui nous apprend aussi le droit des sources, secret des sources, le droit d'informer, le droit de filmer, les secrets défense, comment déjà Rachida Dati, à l'époque quand elle était ministre de la Justice, avait modifié les lois pour pouvoir faire des fouilles chez des journalistes pour récupérer des documents. Donc comment on pouvait se défendre face à ça, comment on pouvait défendre face à une garde à vue où on voulait récupérer des informations de secret défense. Donc tout ça, ouais, bien sûr, quand on fait des études de journalisme, heureusement. Et d'ailleurs, on va en parler juste après parce que tout le monde n'est pas au courant et c'est vraiment très grave. Parce qu'en fait, les journalistes doivent être conscients de comment fonctionne le droit, en tout cas, comment fonctionne le droit du journalisme et en tout cas le fonctionnement classique d'un procès correctionnel, mais aussi voilà, un procès de tribunal de la 17e chambre. Mais voilà, première instance, en appel, cassation, ce que ça veut dire exactement, quel fonctionnement, si on en a besoin. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, William, enfin, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais moi, c'est quelque chose que je ressens, c'est qu'il y a un manque de connaissances juridiques, et même économiques, mais même juridiques, de la part des journalistes en général. Et donc, quand on envoie un journaliste qui n'a pas forcément de formation, de bagage là-dedans, bah, on se retrouve des fois avec des dingueries. Parce que typiquement, moi, j'avais changé, alors pour vous dire parce que je suis pas expert non plus, et ça je vous donne vraiment un exemple, mais j'avais rencontré lors de ma tournée en France, en lutte contre la désinformation, une femme qui m'a dit, j'en ai marre parce que sur les plateaux, on dit qu'on ne peut pas mettre de jeunes en prison. Et je dis, ah bon, bah en effet, moi c'est ce que je croyais. Et c'est ce que j'entends sur les plateaux télé. Et elle dit, bah en fait c'est complètement faux, parce que moi je m'occupe des mineurs en prison. C'est-à-dire qu'on peut mettre aujourd'hui des mineurs en prison. Ça existe, il y a des cas où ça existe. Et elle s'en occupe, elle était responsable de ça. Et donc là, j'allais pas remettre en question le travail de la dame, genre c'est son quotidien. Vraiment là, et donc c'est très précis. Et c'est vrai que du coup, sur le droit, on est plein à être complètement à l'ouest. Adam gauchiste. Ah oui, ok, moi t'avances la couleur avec ton nom. La racaille en col blanc a sa place en prison. Ok, d'accord. Petit gigant, il y avait plusieurs juges qui présidaient cette affaire. Ouais. William Hanouna est bien pote avec Sarkozy, il ne se cache pas dans ses émissions. En fait, la question de tout à l'heure, William, c'était de savoir est-ce que ils jouent un rôle ou ils sont vraiment potes. Visiblement, ils sont vraiment potes. Petit Jean, il a trop d'argent. Santiago, désolé de vous quitter, mais mes messages sont zappés. Bah non, je ne sont pas zappés, Santiago. Je les ai lus, juste je peux pas lire tout. Hein. Salut Loni. Ah si, bravo. Bah voilà, c'est chacun. Mais moi, en vrai, quelqu'un qui retire la bonnette d'un micro, c'est nul. Voilà. TGR, c'est comme les Bataclan. Ouais, bonsoir à tous et à toutes. Tous les médias privés de la finance qui tapent sur la justice, t'en penses quoi? Bah c'est ce que j'en parlais juste avant, Adam Gauchiste. J'en ai parlé juste avant. Oui, il faut du pluralisme, tout à fait, Dom. Alexis, et si Sarkozy partait en Hongrie, il n'irait pas en prison du coup? Alors, le droit hongrois, là, on me demande un peu trop.
Salut Sévan, les médias dans les mains de l'argent des grands patrons. Pour toi, Dom, ok. François G, fille de Sarko et fille Hanouna, copine d'école. Ah ok, ça je savais pas. Pandora, moi je suis de gauche comme Hidalgo, toujours en Dior. Ok, ok. Donc voilà, là on a fait un peu le tour de la folle semaine médiatique. Ça va continuer, hein, je pense, on va continuer à le voir jusque, je crois que c'est le 13 octobre, où on saura enfin la date à laquelle Nicolas Sarkozy partira en prison, hein, à la santé, où il sera dans sa pauvre petite cellule. Voilà, ça c'était incroyable, comme sur les médias de CNews et Europe 1. Vous vous rendez compte? Il sera en cellule, il sera privé de liberté. Mais c'est dur la prison. Bah ouais, c'est dur la prison, les gars. Évidemment que c'est dur la prison, mais on vous le dit, évidemment c'est dur. Alors je viens de dire, il faut que ce soit de la privation de liberté, sinon si c'était Disneyland, ça serait nul. Mais découvrir que la prison c'est dur quand c'est Nicolas Sarkozy qui y va, c'est quand même assez ironique. Faut le dire, faut dire les choses. Faut dire les choses. On va passer au prochain sujet, les copains, les copines. Ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne, hein, ça donne toujours de la force. Je vois Philippe Grandon qui vient de s'abonner. Est-ce que Macron peut le gracier? Bien sûr, il peut le gracier, Aïcha. Ça, oui. Ça, Macron, il peut le gracier. Il n'est pas en danger pour les Français, donc il n'a rien à faire en prison pour toi, Vina Vina. Voilà, c'est l'opinion de tout à chacun, comme à chaque fois, c'est l'opinion de tout à chacun. Après, c'est un condamné comme tout le monde. Et le truc, c'est est-ce qu'à partir d'un certain âge, voilà, parce qu'on n'est plus un danger, on ne va pas en prison, du coup, il y a plein de faits qui doivent ne pas amener en prison, typiquement. Est-ce que quelqu'un qui a volé une pomme, il doit partir en prison? C'est des grands débats, c'est des débats de droit, ça. Bah merci, salut, bonsoir Philippe. Brise de fer, il pourrait faire patron incognito, ouais, grave. L'audiovisuel public est le seul appareil délinquance financière, la droite veut privatiser. Tu dis Adam gauchiste, ok. J. Lamé, Sarkozy, délinquant, traite 2005, on n'a pas oublié, toi. Ok, d'accord, les émeutes. LFI, quand c'est les immigrés, c'est pas dur, quand c'est Nicolas, c'est dur, faut savoir, c'est ça. Ça, pour le coup, c'est assez ironique. Alors, pas que les immigrés, hein, de manière générale, même des Français, mais quand c'est sur autre chose, là, on envoie en prison et on s'en fout si c'est dur ou pas. D'ailleurs, ce qui était assez drôle, Pascal Pro qui veut mettre beaucoup de gens en prison, se retrouve à dire mais c'est extrêmement grave. Ah bon? Il se passe ça, on les met nus? Ben ouais, on les met nus. Ben oui, t'es nu, hein, t'es pas. C'est pas Center Park, hein. Sarkozy n'ira jamais en prison avec Macron au pouvoir, tu dis William. Ah, à voir. La justice, c'est pour les autres, Dom. Ouais, c'est pour eux. Il va refaire un quinquennat. C'est vrai, 5 ans, il va refaire un quinquennat. Les droitards adorent les 2 poids 2 mesures, tu dis Manzouana. Libre média, de nombreux Libyens sont morts à cause de Nicolas Sarkozy. Alors, je dirais pas directement à cause de Nicolas Sarkozy, moi je pourrais pas aller jusque là, ça serait de la diffamation. Mais en tout cas, dans cette affaire-là, il y a des personnes liées à énormément d'attentats en Libye. Il passera le Karcher pour refaire la façade de la prison. Alors c'est drôle, au moins ça c'est drôle. Pendant ce temps-là, Morandini est toujours à l'antenne. Vous faire rire à chaque fois où William dit ça. Bon. C'est un multirécidiviste déjà condamné. On est en train de rhabiller Nicolas Sarkozy. Qui est par le fait présumé innocent puisque il a fait appel. Je vais vous parler d'un autre sujet. Cet autre sujet, on reste dans le droit. Donc ça va vous passionner. Vous allez adorer ça. On reste dans le droit. La faute de Quotidien au procès Jubilard. C'est vrai que Loïc Sarkozy ressemble à Kadhafi. C'est vrai que j'ai jamais mangé une mangue aussi bonne de ma vie en allant en Colombie. Je sais pas si vous avez déjà été en Colombie pour manger une mangue. Cette mangue était incroyable. On va parler un peu de Quotidien parce que voilà, on parle de tout. Voilà, il y a pas de, on est transparent, il n'y a pas de médias cachés quand on le fait. La mangue. La semaine dernière, on a eu le procès Jubilard. Donc le procès Jubilard, Cédric Jubilard est accusé d'avoir assassiné sa femme. Donc, procès, ça fait longtemps qu'on l'attend. Et exceptionnellement, Cédric Jubilard avait accepté d'être filmé au sein du procès dans le tribunal et d'être photographié. Donc là, les journalistes, les caméras de partout ont débarqué, schlac, au procès Jubilard. On a eu des images de Cédric Jubilard lors de ce procès. Et donc, voilà, première journée, plein d'images, etc. Les caméras de Quotidien sont présentes. Et donc le soir même, Juliette Pellerin
journaliste à Bangomi à Quotidien, présente un sujet où elle était présente, d'ailleurs, elle présente deux utilisations du terme présent, présentée. Elle était présente lors du procès et lors de la captation d'images et montre à l'antenne, diffuse à l'antenne une image, celle de Cédric Jubilard, qui discute avec son avocate, et l'avocate qui lui répond « Non mais tu es innocent ». Et faute grave, du coup, de TF1. Donc, pourquoi ? Il est interdit dans la loi, déjà de manière générale, de filmer ou d'enregistrer un sonore lors d'un procès. Numéro 1. Numéro 2. Il est interdit de filmer, d'enregistrer une discussion entre des avocats, entre, du coup, sa défense et la personne qui est accusée ou qui accuse. C'est interdit. Pourquoi ? Parce que ça pourrait venir faire basculer l'opinion des gens, l'opinion des jurés, du jury, des magistrats, etc., etc., etc. Parce que si un avocat le dit, ça peut avoir une valeur, ça peut même basculer la défense adverse ou sa propre défense. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le faire. Sauf que Quotidien l'a fait. Quotidien a mis une perche, enregistré le son, filmé. Ils avaient eu l'autorisation exceptionnelle de pouvoir prendre des images lors du procès, ce qui est exceptionnel, normalement on ne peut pas. Du côté du tribunal à Albi, interdiction à tous les journalistes de revenir. Refus de toute accréditation pour Quotidien à l'avenir, là-bas. C'est une faute extrêmement grave, qui peut aller au correctionnel. 18 000 € d'amende. Ils peuvent prendre extrêmement cher, que ce soit la journaliste, que ce soit TF1, que ce soit la société de production Bangomi. Là où c'est encore plus étonnant, c'est quoi ? C'est que la journaliste n'était pas au courant de cette règle-là. Il y a deux choix. Soit elle n'est pas au courant, et donc du coup elle est ignorante, et c'est problématique pour une journaliste. Soit elle est au courant, et s'est dit « Ah bah si on arrête de filmer, on peut même encore enregistrer. » Et donc du coup, ne s'est même pas rendu compte, et s'est dit bah, « On va avoir une image que les autres n'auront pas. » Puisque les autres journalistes sur place, et moi j'ai des sources qui étaient sur place, m'ont dit, mais ils étaient tous surpris, ils les ont vus se pousser, sortir la perche, sortir le micro, sortir la caméra pour prendre cette séquence, et tout le monde s'est dit mais elle n'a pas le droit de le faire. Donc ces images sont prises, sont envoyées du coup à Bangomi. Bangomi doivent bien se rendre compte tout de même que ces images-là ne sont pas légales. Ils ont des juristes, ils s'y connaissent. Si encore, imaginons, hein, Juliette Pellerin n'était pas au courant, le perchiste n'était pas au courant, le caméraman n'était pas au courant. Il y a des équipes qui récupèrent les images, qui les voient, et qui ne disent rien. Vu que l'image est diffusée plus tard. C'est-à-dire que, dans le quotidien, ils font même des répètes. Ils savent les sujets qui sont abordés. Ils voient les reportages. Des gens surveillent. Il y a des rédacteurs en chef. Cette image passe. C'est pas fini. J'ai pas fini. Quotidien diffuse avec 15 minutes de retard. 15 minutes de retard, de différé, entre le direct au moment où ça apparaît et au moment où on le reçoit, nous, sur notre télévision. 15 minutes. Durant ces 15 minutes, personne auprès de TF1, personne auprès du public, auprès des gens, se rend compte qu'il diffuse un échange entre Cédric Jubilard et son avocate. Personne ne se rend compte. Ce différé aurait dû servir à ça. Et c'est ça où ça va être en plus problématique pour Quotidien, puisqu'une plainte a été déposée contre Quotidien, et que contre la boîte de production, et peut-être même TF1 ou les journalistes, à voir jusqu'où ça va aller, cette plainte. Il y a un risque, d'un point de vue du droit, nous, on l'apprend en école, moi je l'ai appris en école il y a près de 10 ans maintenant, l'interdiction de filmer ce type d'image. Ce type d'image. Donc ils peuvent être condamnés. Et, soyons honnêtes, sur BFM TV, quelqu'un fait cette erreur-là, on la voit plus en plateau. Elle est au moins suspendue. J'appelle pas une suspension de Juliette parce que voilà, il y a plein de choses et j'ai pas son explication, elle a le droit à son droit de réponse, etc. Mais je dis juste qu'en général, il y a une réaction, il y a des excuses, il y a une communication par rapport à ça. Parce que cette faute est quand même grave, puisque ça vient même perturber le travail des autres journalistes, des autres rédactions, ça vient perturber un procès, et ça vient quand même
être une faute grave pour un journaliste. Donc il aurait fallu avoir une répercussion, dire on a compris notre erreur. Donc ça va être très intéressant à suivre. Si l'avocat a bel et bien déposé plainte contre Bangoumi, évidemment, est-ce qu'on l'annonce et qu'on le fait vraiment, il y a des fois deux choses différentes. Mais voilà, c'est un truc pour vous rappeler qu'on ne peut pas tout diffuser d'un procès, d'un tribunal, pour ne pas interférer sur son jugement, une nouvelle fois. Je vais lire vos commentaires, les copains. Quotidien donne des leçons, mais fait une grosse bourde de débutant, dit William. Ouais, en effet. Là, c'était une grosse bourde de débutant. Qui gère la partie info, TF1 Info ou Bangomi? Alors, c'est Bangomi, mais TF1 est responsable en tant que diffuseur. TF1 diffuse. C'est-à-dire que si cette séquence a été saisie par l'ARCOM, c'est pas Bangomi qui peut avoir une sanction. C'est TF1 le diffuseur. Donc TF1 a une responsabilité dans les images qui ont été diffusées. Et c'est très marrant parce que voilà, notre époque, on parlait de C8. Là, c'est important d'être juste sur la chose. Après, moi, j'attends aussi une communication, avoir une réponse, savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une erreur? Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'ils étaient ignorants? Mais voilà, pour le coup, ils ont merdé à mort. Ouais, faut sanctionner uniquement ceux qui ont déconné, pas les autres. La question, c'est à quel niveau quelqu'un a déconné? Est-ce que sanctionne la journaliste? Mais après, au-dessus, elle n'est pas tout seule, c'est pas elle qui envoie le bouton. Juliette Pellerin, c'est la chroniqueuse, c'est pas elle qui appuie sur le bouton pour lancer le reportage. Donc elle n'est pas seule responsable. Une entrée en PLS pour Barthès. Ouais, après il fait des bonnes audiences. Ça fait beaucoup d'incompétents encore. Sachant que chaque étape est validée. C'est ça, c'est que censé être validé. Je vois Chloé qui a fait Spooch. Ouais, elle n'est pas au courant, ils l'ont fait exprès. Alors là, non, Pandora, je peux pas partir, là, c'est ton opinion. La chasse aux images, honnêtement, j'ai pas les mots. Pour toi, LFI, moi, Aglo. Ils se sont expliqués sur ça. Non, malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que je peux pas. Je dis que il leur faut un contradictoire, ils méritent un contradictoire. Je ne l'ai pas, je vais pas l'inventer. J'essaie de me dire, bon voilà, peut-être qu'ils ignoraient tous, ou ils se sont dit que on peut diffuser les images, du coup on peut tout faire, toutes les règles sautent. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour arriver à ce truc-là. En tout cas, ça a impacté le travail des journalistes sur place. Moi, si j'attends une sanction, là tout le monde paye pour elle en fait, pas d'accord. Si c'est CNews, je te dis pas le scandale. Tu dis Philippe, oui, en effet, mais j'aurais dit exactement la même chose. Que dit la SDJ de TF1? Il n'y a pas eu de réaction. Hein. En vrai, outre, je sais pas ce qu'il en est encore, quotidien, procès jubilaire, je vais regarder s'il y a une suite, mais je crois pas qu'il y ait eu forcément de suite à présent. C'est le PDG de TF1 qui prendra si jamais. Genre, je sais pas à quel niveau on va aller. Le PDG, c'est Montéo. Faut interdire l'accès à TF1 et pas les autres, c'est injuste. Ouais, le problème, c'est que c'est une décision de la justice, ils ont voulu aller assez vite. Alors, je dirais pas ça, Gila, mais BFM s'y était présent. Salut Oli au Coco. Et si c'était volontaire, je ne vois pas ce que ça pourrait de positif pour l'émission. D'avoir cette petite séquence. Alors, est-ce qu'on a eu, alors c'était il y a déjà 4 jours, est-ce qu'il y a eu une réponse de quotidien? Je vois pas. Pour moi, il n'y a pas eu de réponse. Comment l'émission TMC a empêché les autres médias de prendre? Non. Non, non, tant pis. Tant pis. Non, ils ont toujours pas répondu. Et c'est bien dommage. C'est fort bien dommage, honnêtement. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on avait comme sujet ensuite? On arrive sur le dernier sujet. Les grandes sujets. Sí. Hola, señor. Hoy hablamos del mes histórico para CNews. Tu vois, pareil, ce qui dérange, personne paye pour les problématiques. De toute façon, il y aura pour quotidien, il y aura une réaction. Il y aura, de toute façon, si une plainte à déposer, il y aura un procès. Ça va être dur à défendre parce qu'ils ont le différé. Quand tu as 15 minutes de différé, tu peux pas faire ce genre d'erreur à l'antenne. Tu peux pas. D'autant plus pour un reportage qui a été monté, qui a été travaillé, qui a été fait à l'antenne, en amont, répété, etc. Que mes para CNews un Chanel de miel. Quel mes, que se pasa por esa mes histórico. Es un mes histórico para CNews. Y sobre todo gracias a Pascal Proud.
CNews a fait un mois historique. On va revenir un peu sur les audiences. Je vais vous montrer voilà, ce petit document que vous pouvez tous avoir. Donc en effet, c'est le champagne à CNews. Pourquoi? Ce mois-ci, c'est un mois historique. Ils ont été à 3,9 points de PDA. 3,9 je crois, je me trompe pas. Attendez. Exactement. Je ne sais pas si 3,9% de PDA, vous vous rendez compte de la puissance de CNews. Typiquement, en vrai, quand on voit les disparités ailleurs, CNews fait 3,9 points. CNews est la 5e chaîne nationale. CNews est leader, toute chaîne info confondue, sur quasiment toute sa grille. CNews est 3e matinale de France. CNews est première chaîne nationale lors de l'émission de Pascal Praud et de Jean-Marc Morandini. CNews a une avance historique par rapport à CNews de 1 point de PDA. CNews aujourd'hui est aussi puissant sur le débat que lorsqu'une grosse information tombe. Et ça, c'est tout nouveau. Pourquoi? Parce que ce mois-ci, c'était un mois ultra riche en actualité. Chute du gouvernement de Bayrou, manifestation dans la rue, mobilisation du 10 septembre, condamnation de Nicolas Sarkozy. Sur l'ensemble de ces jours, notamment la journée du 10 septembre, CNews a tapé un score monstrueux, se rapprochant à 1 point de M6. La chaîne grossit comme pas possible. Ce qui est intéressant de savoir, c'est de voir malgré tout que les audiences d'autres chaînes se sont érodées, d'autres non. BFM TV, typiquement, ne perd pas zéro, est stable, ne perd pas 1 centième d'audience sur un an. C'est-à-dire que pour BFM TV, c'est stable. Ils ne perdent pas, ils ne gagnent pas. Donc BFM TV en soi, c'est pas une mauvaise rentrée. Pour BFM TV, ce n'est pas une mauvaise rentrée. Et c'est important de le dire. Et ils sont même leaders à 3,3 points sur les 25-49 qui sont censés être leur cible prioritaire. Ce qui font du coup 2,9 points de PDA. Donc BFM TV, c'est pas une mauvaise, un mauvais mois. LCI, c'est un excellent mois. LCI monte à 2,2 points en moyenne sur le mois. Pour vous rappeler, lorsque LCI passe de la 26 à la 15, Thierry Tullet, patron de l'information du groupe TF1, annonce que leur objectif, c'est d'atteindre les 2 points en décembre. Les 2 points en fin d'année. Ils les ont atteints en septembre. 2,2 au-dessus. C'est monstrueux, c'est ultra puissant. C'est impressionnant. Je pense que la bascule aussi au 15 a marché, mais on se rend compte que BFM n'a pas perdu d'audience. BFM reste deuxième, du coup, mais n'a pas perdu d'audience. France Info, faible, 1,1 point, gagne comme 0,1 avec le changement de fréquence. Mais du coup, on peut se demander, LCI est en hausse, France Info est en hausse, BFM est stable, CNews explose son audience. Il est parti les chercher où, Pascal Praud, ses téléspectateurs? C'est très simple. Il est parti chercher en partie ceux qui ont quitté C8. Ceux qui ont quitté C8, ils doivent aller quelque part quand même. Il y en a certains qui sont restés avec Hanouna. Mais quand Hanouna tapait les 2 millions, 2 millions 2, 2 millions 3, ces téléspectateurs-là, ils sont allés sur CNews. Donc ça a joué. Et puis après, il y a dû y avoir une conversion de certains téléspectateurs qui ont quitté telle ou telle chaîne. Parce que si on regarde une autre chaîne, et c'est très intéressant, je ne peux pas vous dire que la bascule est exacte entre ces deux chaînes. France 2, deuxième chaîne quand même, mais signe son pire mois, tout mois confondu, depuis août 2020. Depuis août 2020. C'est-à-dire qu'ils ont chuté. CNews est monté. Après, il peut y avoir des versements particuliers, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens à BFM qui ont rejoint CNews et des gens de France 2 qui ont rejoint BFM. Donc il peut y avoir vraiment de... C'est pas parce que France 2 a baissé que CNews est monté. Mais parfois, il peut y avoir des transferts de téléspectateurs comme ça qui montrent que CNews a dû récupérer des téléspectateurs, des téléspectateurs aussi qui doivent être, je pense, électeurs à droite, extrême droite, puisqu'on le voit bien dans les sondages. Aujourd'hui, les sondages, le dernier qui est tombé, Marine Le Pen, Bardella, c'est 33-35% au premier tour. 33-35%. Donc CNews, en ayant une ligne à droite sur les thématiques de la droite conservatrice et de l'extrême droite, ils viennent parler à un public qui vote et qui veut entendre ce qu'il veut entendre. Donc,
mécaniquement, pour CNews, c'est le jackpot. C'est le jackpot. Ça, c'est vraiment leur technique, c'est le moi qui est comme ça. On va regarder si vous voulez après, plus en détail, juste lire du coup vos commentaires. Perso, je préfère essayer que BFM depuis le rachat d'Altis. Qu'est-ce que tu trouves qui a changé, William, dans le BFM de Saadé? Ça m'intéresse, j'avoue. Parce que moi, je trouve pas de différence entre depuis le rachat depuis avant. Ah bah, Michou est fan de CNews, ok. BFM arrête la casse. Ouais, bah ouais, ils sont stables sur un an. Tu es un boss. Ouais, tu es, c'est un ancien du service public. Hein. C'est un ancien de France 2. Et depuis qu'il est arrivé sur TF1, il n'a fait que faire progresser l'info. Donc Thierry Tullier fait partie de ces grands monsieur de l'information qui sont vachement à l'ombre, hein, qui se mettent pas en lumière, et qui fait vraiment du très très bon boulot, Thierry Tullier. Alors j'ai eu la chance de l'interviewer, de le rencontrer, d'avoir du décryptage de l'information aussi de sa part, de comprendre comment est-ce qu'il construit ses grilles, comment est-ce qu'il construit ses journaux, et c'est extrêmement intéressant, et quand on voit ce qu'ils ont fait avec les JT, c'est vraiment quelque chose de très positif, je trouve. Rappelons que LCI a 30 ans aussi. Ouais, mais LCI pour la nouvelle génération, et puis sinon les gens seraient allés aussi sur la 26. Donc je pense que le fait d'avoir une nouvelle chaîne, ça a aussi permis de remettre du carburant. Une nouvelle fréquence, je veux dire. Ce n'était pas que Hanouna, il y avait Mangeville et William à midi. Ouais, en effet. En effet. Mais après, Hanouna était rediffusé le matin. 30-35%, c'est un plafond de verre. Je sais pas si c'est un plafond de verre, je suis pas certain. Là, en vrai, si on fait une analyse pure, sans le Rassemblement national, ne chute pas. C'est le seul parti qui n'est pas mis en péril, qui représente aujourd'hui peut-être un tiers des Français. Un tiers des Français. Et en représentant un tiers des Français, et je parle vraiment juste du système démocratique, hein, ne m'attrapez pas par le col. Le Rassemblement national n'est pas assez représenté par rapport à ce qu'il peut représenter dans la population, c'est sûr et certain. Mais je pense que la stratégie de CNews Europe 1, si on parle juste de stratégie, est une stratégie de génie. Surtout qu'aujourd'hui, ils se font même pas reprendre par la police. Hein. Ou alors ils se prennent des petites amendes, des petites sanctions de temps en temps. Mais en vrai, leur stratégie fonctionne. L'antenne est sujet jusqu'à l'habillage. Ouais. Ah ok, d'accord. Ok, bah ok, c'est... Moi l'habillage ne me dérange pas, je l'ai là en face de moi. Et je trouve que les journalistes font du bon boulot et les sujets n'ont pas changé. Mais bon, c'est mon opinion. Tu vas parler de Cécilia? Non, je vais pas parler de Cécilia. Manzana, BFM fait plutôt centre droit avec des plateaux plutôt divers politiquement. Bah ouais, bah on peut pas retirer à BFM TV le fait que les plateaux sont équilibrés. BFM et CNews ne font pas du tout le même travail. Mais c'est vrai, ne font pas le même boulot. A été plus diffusé depuis 3 ans. Mais en tout cas, il y a un public qui a forcément déserté en partie. Il bouge pas depuis 2007. Oh si, 2012, elle fait pas 33, hein, sobriété. La matinale de BFM va pas très bien aussi. Ouais, en effet. Mais bon, ça va peut-être repartir. CNews est une chaîne d'opinion. Bah, c'est ce qui se répète là. Alors, c'est vrai, alors, il y a toute la petite guerre. Du coup, en ce moment aussi, entre Delphine Ernotte, non, surtout Éric Dupond-Moretti, qui part vraiment au combat, lui, il sort avec son épée pour s'en prendre à CNews. Ouais, bah, ils leur répondent. C'est une guerre, c'est une guerre. C'est vraiment une guerre médiatique, une guerre médiatique. Attention aux mots, évidemment. C'est une guerre médiatique qui est assez impressionnante, qui montre aussi le fonctionnement aujourd'hui des médias Bolloré, qui attaquent et qui n'ont pas peur d'attaquer, qui n'ont pas peur de riposter, qui n'ont pas peur de consacrer parfois 50% d'une antenne aux médias, à riposter ou à attaquer. Soit attaquer, soit à riposter les médias. Et ça, ce truc-là est quand même assez rare. L'article de Pure Média est bien fait. Ouais, c'est normal, c'est mon Ludo qui l'a fait ça, c'est pour ça. C'est Ludovic Gatier-Lorette, un excellent journaliste qui l'a fait. C'est comme le RN, plus tu tapes dessus, plus ça monte. Ouais, c'est ça. L'opinion de plus en plus... Oui, l'opinion de plus en plus... Il faudrait se demander pourquoi les Français adhèrent. Non, alors, ça, François, je pense, je suis pas d'accord. Je pense que les gens, ils ont une opinion. Par contre, faire de l'opinion qui va juste dans le sens des gens, bah, c'est alimenter quelque chose.
C'est alimenter quelque chose. Enfin, faut... Quand on regarde CNews, on peut pas... Si on regarde que CNews, on peut pas prendre de recul. Donc, faut être conscient que CNews n'a qu'une seule vision, une seule opinion. Et c'est important de le savoir. Après, si on en est conscient et qu'on y va de temps en temps parce qu'on aime certains débats, certaines analyses, ok, ok. Mais me dire qu'on s'informe via CNews, c'est très dangereux pour vous. C'est très très dangereux pour vous. On ne s'informe pas via CNews. On peut éventuellement confronter son opinion avec la sienne, mais il faut être conscient que CNews a qu'une seule vision de la société. Salut Tic Tac Toc. Journalistes chroniqueurs sont tous de droite ou d'extrême droite pour Dom. On va regarder un peu plus en détail. Donc ce tableau, vous pouvez l'avoir accès facilement en allant sur le site de Médiamétrie. Ne dis pas ce qu'on doit penser. Je te dis pas ce que tu dois penser. Je te dis juste que CNews n'a qu'une... Alors par contre, me dire que sur CNews il y a plusieurs opinions, il y a plusieurs visions de la société, il va falloir m'expliquer. Mais ça va falloir m'expliquer. Je suis pas d'accord sur ce qui est dangereux, c'est de nier l'évolution de la société. Non mais ça c'est ton opinion et tu as le droit d'être d'accord avec ce que disent des gens sur CNews. En revanche, une chaîne d'information est censée proposer différents points de vue, ne pas avoir qu'une seule vision de la société. Toi tu peux avoir ta vision et tu as le droit. Mais par contre, me dire que tu t'informes uniquement sur une chaîne qui donne une seule vision, là, ça devient dangereux. Parce que du coup, tu viens juste alimenter ce que tu penses, qu'on appelle des bulles. Ce qui a été énormément décrit, on le voit partout. Hein. Les réseaux sociaux fonctionnent en bulles. On tombe sur des choses qui vont dans notre sens, qui vont créer de l'émotion dans notre sens. Et donc, on l'a vu avec Facebook, on le voit actuellement sur X. Il y a énormément de choses comme ça. C'est quand même intéressant l'émission avec Onfray. Mais en fait, là, si vous trouvez intéressant une analyse, c'est ce que je tends à expliquer. C'est pour ça que moi, contrairement à d'autres, je ne suis pas pour la fermeture CNews. Je suis pour ce qui suivent les règles. Mais si vous trouvez intéressant certains propos, bien sûr. Maintenant, me dire qu'on s'informe sur CNews, j'aimerais comprendre comment. Surtout si on n'est pas conscient qu'il n'y a qu'une seule vision de la société dessus. Quand je regarde CNews, je me dis, tiens, je vais regarder un peu propagande de la gobe. Rien que des bandeaux, les bandeaux de CNews, c'est une chaîne d'opinion, faut arrêter de se voiler la face pour aller des films au aglo. Quand je regarde le JT de Bonjour TF1, je retrouve les mêmes infos que sur CNews. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Pandora. C'est pas vrai. Il est urgent de modifier la loi, supprimer l'ARCOM et privatiser, créer une nouvelle autorité. Voilà, ça c'est ton opinion. Alors, on va regarder les audiences des chaînes. TF1 est toujours leader à 19,4, eux ils sont stables. Voilà. Il faut savoir que TF1 est stable. France 3, je crois, est en légère hausse à 9 points. M6 est stable, mais très bas. Vraiment. Parfois, bandeau idem, BFM, CNews, LCI. Ouais, très parfois. Mais par contre, c'est rarement les bandeaux de BFM, LCI sont identiques à ceux de CNews. L'inverse ne fonctionne pas. J'aurais vérifié le profil des journalistes qui tapaient sur les gilets jaunes que des gosses de pauvres. J'avais vérifié le profil. Ok, d'accord. Donc, on termine quand même sur les audiences. 13,7, du coup, c'est la plus basse audience pour France 2 depuis 2020 ou 2020. Ouais, France 3 est en hausse, hein, à 9 points. C'est quand même pas mal. Bah non, la personne qui est partisane, là, François, c'est toi, parce que tu dis je regarde un truc parce qu'ils disent ce que je pense. Alors que moi, je te dis de regarder plusieurs choses pour pouvoir confronter les opinions et t'informer avec des choses qui n'ont pas qu'une seule vision. Donc non, je ne suis pas trop partisan. C'est même tout l'inverse. En fait, je suis partisan d'une information libre, éclairée et pluraliste. CNews, c'est la chaîne américaine. Ok, bon, attends, alors je reviens. C'est chaud pour M6. Bah, pour M6, c'est quand même stable sur un an. C'est ça qui est le plus fou. C'est que, en fait, ils sont faibles, on va dire, mais depuis un moment. Ça fait un moment qu'ils sont bas, tu vois. Donc en gros, eux sont stables sur un an. On se rend compte du coup, W9 qui fait quand même une très belle percée, je pense, avec l'arrivée d'Hanouna qui monte à 3,1, mais qui est loin quand même des scores de C8 à la fin de C8. France 3, c'est aussi régional, bien sûr, bah, c'est la ligne éditoriale, Michel. C'est la ligne éditoriale. Par contre, on voit, voilà, 3,1, TMC 2,9, donc W9 est devant TMC. Donc en soi, quand même, l'arrivée d'Hanouna a été favorable à la chaîne. C'est-à-dire que même s'ils font pas des scores aussi puissants qu'avant, c'est pas parce que tu dis une chose que tu as... Mais qu'est-ce que j'ai dit qui était faux alors, Philippe?
M6, en fait, ils cherchent pas à rentrer dans le game, ils tiennent bien en fait. Je pense en vrai, ils sont pas toujours contents, ces vannes, des scores qu'ils peuvent faire. Ils sont pas toujours contents, mais après, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils essayent de se rattraper ailleurs. Je pense ils aimeraient quand même remonter à 8, 8.5, etc. 7.8, c'est quand même un peu faiblard. Mais voilà, pour revenir sur W9, je pense que voilà, l'arrivée d'Hanouna, du coup, est une réussite pour la chaîne, puisqu'ils sont passés de chaîne de musique, de télé-réalité, à une chaîne qui est du coup, si je regarde bien, deuxième de la TNT des RC News. Et c'est une réussite. C'est clairement une réussite. C'est clairement une réussite pour eux. On retrouve quand même un Arte égalité avec TMC, égalité avec BFM TV. Et je sais que du coup, ça va vous intéresser. Alors, Gulli qui a changé, qui est toujours à 1 point. C'est devenu quoi le partenariat européen TF1 M6? Tu pensais à quoi, ces vannes en parlant de partenariat? Je vois pas de quoi tu parles exactement. T18 qui fait 0,8 points. Nouveau 19 qui fait 0,7. Bon, ils sont sous le point de PDA. Il va falloir essayer de chercher muscler les jeux. Hein. Oli au Coco, tu connais la chaîne, le Média TV, clairement d'extrême gauche. Alors je dirais pas extrême gauche, mais c'est une chaîne de gauche. Là pour le coup, c'est une chaîne avec une couleur politique affichée. Faudrait savoir, est-ce que, parce que je vois souvent extrême gauche sortir, est-ce que vous savez ce que c'est spécialement l'extrême gauche? Historiquement et d'un point de vue de la loi. C'est ça aussi qui est intéressant. On découvre RMC Story, RMC Découverte. Chéri 25, du coup, qui est vendu à 1.1. On verra si RMC Life va avoir une nouvelle dynamique. Chéri 25 qui est au même niveau que France Info, au même niveau que ses stars. C'est vrai que pour France Info, c'est compliqué. Hein. France Info, c'est vraiment, vraiment très compliqué à 1.1. C'est vraiment une audience très, 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 très complexe. À noter tout de même que en audience cumulée, BFM est en tête, c'est-à-dire que BFM TV, sur le réflexe info, sur le breaking news, c'est-à-dire c'est sur votre consommation, Zemmour sur France Info, c'est quoi l'histoire? De quoi tu parles, Sévan? Je sais pas de quoi tu parles. Ah, il était invité sur France Info, c'est différent. Mais pour revenir à ce que je disais, BFM est leader en nombre total de téléspectateurs. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un événement, le réflexe reste encore BFM TV pour s'informer. C'est-à-dire que sur CNews, ils font, on va dire, ils font 40 millions sur la couverture mensuelle. Ce qui signifie que les gens restent longtemps sur CNews comme c'est du débat. Sur BFM TV, comme on a eu énormément d'actualités, les gens reçoivent une notification sur le téléphone. Ok, je bascule du coup sur BFM pour voir ce qu'il en est, pour voir le direct. Et c'est là où BFM est fort, puisqu'avec 47 millions, ils sont... je regarde. Il est derrière, en fait, BFM est quasiment... est au-dessus de TMC, au-dessus de W9, et juste derrière M6, France 4 et France 5. Non, derrière France 5. Donc en gros, c'est la 5e chaîne. BFM est 5e chaîne en total de téléspectateurs sur un mois. Et si on regarde même LCI fait 41 millions. C'est-à-dire que LCI, en nombre de téléspectateurs totaux, a plus de monde que CNews. C'est important de le montrer, c'est-à-dire que LCI, c'est un peu là, une consommation à la BFM. C'est-à-dire que je viens piocher. Alors que CNews, on reste plus longtemps. Ils font quand même 40 millions. Ça reste énormément de personnes. C'est quand même énorme. Hein. Je ne diminue pas la puissance de CNews aujourd'hui. Mais je dis juste que en termes de réflexe d'info, et c'est encore la force de BFM TV, ils font 47 millions et sont 5e chaîne française. Et ça, c'est assez intéressant. Et pareil, si on regarde TF1 France 2, on voit qu'ils n'ont que 1 million d'écart en termes de totaux de téléspectateurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant à suivre aussi, le total de téléspectateurs que l'on peut avoir au sein d'un mois. Donc voilà, on va terminer avec une petite note, Starac, 2 nouveaux professeurs, Jonathan Jeanvrin que je ne connais pas, qui est le nouveau, qui est nouveau prof de danse de la Star Academy, et Alain Degois, celui qu'on appelle Papy, qui était celui qui a révélé notamment Jamel Debbouze à Trappes, sera le professeur de théâtre de la Star Academy.
Donc voilà, on a fait le tour de cet épisode dont refait les médias. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui sont pas abonnés. On a plein d'infos. Demain, interview d'Ali Badou et de Magloire. De ma part, les toutes premières interviews qui vont être réalisées exclusivement pour ma chaîne TikTok, Instagram et YouTube. Donc vous aurez vraiment une toute nouvelle information, un nouveau format que je vais essayer de faire. Il ne sera pas demain. Demain, je tourne. Ensuite, il aura le temps du montage et voir comment, quand et comment je vais le faire. J'ai préparé les questions. Mon téléphone est chargé. Les micros sont chargés. Je viendrai, c'est à Saint-Lazare, je viendrai avec le petit luminaire pour filmer, en espérant qu'il soit correct, mais bon, ça devrait le faire. Et donc demain, on a ça. Je refais un live peut-être jeudi. On va voir. On va essayer de se faire ça, William. On verra s'il y a de l'actu média. Peut-être que je vous débrieferai aussi ces interviews que j'aurais faites d'Ali Badou et Magloire, qui vont être plutôt chouettes. C'était marqué combien pour l'équipe TV? Ah, excuse-moi. L'équipe, c'est 1.4. 1.4. Correct. Donc voilà. On va essayer de faire ces petites choses-là. Moi, je continue toujours à chercher du boulot. Les pistes que j'ai eues sont en train de s'enliser. Je n'ai vraiment pas très peu de retours. Mais bon, c'est comme ça et on va essayer de trouver des solutions. On va essayer de continuer les activités sur TikTok qui me permettent d'avoir un petit revenu tout de même, ce qui est quand même chouette. On va essayer de trouver d'autres moyens de faire des revenus, mais on va essayer de continuer à bosser ensemble, à faire les choses ensemble. Ça se passe quand même super bien en live. À part ceux qui font des attaques à nominem, mais bon, c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu. On va partir du coup sur le générique de la Starac, hein, ça va être le plus simple. Mais voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis toujours là à vous répondre. Je sais que c'est jamais toujours simple de pouvoir répondre à tout le monde pour que ce soit présent, etc. Mais bon, voilà, les médias, ça c'est quelque chose d'ultra intéressant. Moi, j'essaie de vous mettre toujours une petite touche d'humour, une petite touche de blagounette. J'essaie de vous vulgariser les médias. J'essaie aussi d'informer en expliquant, malheureusement pour certaines personnes, quand on touche à quelque chose qu'ils aiment ou on touche à quelque chose qui est en lien avec leurs opinions politiques, malgré les faits, malgré la véracité des propos, ils sont pas contents. Et du coup, ils imaginent... De toute façon, un journaliste, quand il donne les faits, ça plaît jamais à tout le monde. Les faits ne plaisent jamais à tout le monde. Magloire dans Fort Boyard, c'est pépite. Ouais, ça va être à voir. Il y avait Canteloup aussi sur RMC ce matin. Ouais, c'est vrai, il y avait aussi Canteloup. Après, voilà, je me dis, c'est des petits sujets à chaque fois, William. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours des sujets à aborder. Et je m'étais dit, j'aime bien parler quand même business. Quand on fait les business, éco, Bolloré, Sterling, la vente des médias. Là, on a fait beaucoup de justice du droit. On a fait une soirée très portée sur le droit. Et ça, c'est assez chouette aussi. Pouvoir parler de droit, comment ça fonctionne, etc. Comment les médias aussi s'en accaparent. Comment il y a tous ces soutiens qui sortent de nulle part. Ou même ce qui s'est passé dans le quotidien. Tout ça, ça vous permet aussi, vous, d'avoir un bagage. C'est aussi de l'éducation aux médias, hein, de vous expliquer comment travaille le métier de journaliste. Comme ça, vous aussi, au quotidien, quand vous voyez quelque chose, vous posez les bonnes questions, vous dites, attendez, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je vois, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça, est-ce que c'est normal? Et c'est pas parce qu'un média le dit que c'est vrai. En revanche, à vous d'écouter les arguments qu'ils ont à proposer et de se rendre compte que est-ce que ce qu'il dit peut être contredit ou non sur un plateau? Est-ce que ce qu'il dit est un travail d'enquête, de terrain, faire un travail avec des sources, voilà, tout ça, s'il est fait ou non, ou est-ce que c'est juste du commentaire? Et pour le coup, pour avoir discuté avec beaucoup de gens dans la vraie vie, pour en avoir parlé, le commentaire, c'est ce qui fait le plus de mal au journalisme. Le commentaire, c'est pour ça que je fais une critique de CNews. On a le droit, pour moi, ça peut exister le commentaire, les éditorialistes, je suis pas contre, mais écouter que ça, ça fait du mal au journalisme, parce que c'est des gens qui font un journalisme de plateau, qui font un journalisme où ils ne vont plus sur le terrain, ils ne rencontrent plus les gens, ils ne s'informent plus, ils ne font pas ils font d'une opinion une information, et ça devient très dangereux pour notre société, pour pouvoir débattre, pour pouvoir échanger, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir aussi comprendre le monde, comment il fonctionne autour de nous. On a besoin des reporters de guerre, on a besoin des gens qui vont faire de l'investigation, on a besoin aujourd'hui de Mediapart, quoi qu'on pense d'eux ou de leur méthode, mais sans eux,
Il y a plein d'affaires qui ne seraient pas révélées. On a besoin du canard enchaîné. On a besoin de compléments d'enquête. Tous ces journalistes-là, on a besoin. On a besoin aussi des journalistes médias pour nous expliquer. Voilà. Enfin, j'espère que mon travail vous intéresse. J'espère que ma démarche vous intéresse. J'espère que voilà, vous êtes là, les médias vous intéressent, mais j'espère que aussi voilà, le journalisme vous intéresse et que vous gardez quand même un petit espoir en se disant voilà, tous les journalistes ne sont pas à mettre à la poubelle. Il y a un équivalence à CNews dans le monde, un peu Fox News, je dirais. Mais encore Fox News, c'est encore plus radical, parce qu'ils sont pas régulés par ça. Quand ils rencontrent les politiques, c'est plus tout pour récolter de l'info. Ils sont trop fascinés. Il y a une fascination, c'est vrai, chez les journalistes politiques, mais pas toujours. Un camp complément d'enquête sur le service public, ouais, pourquoi pas. Mais là, tu vois, Philippe, t'es en mode, ouais, il faut service public, nanana. Vous inquiétez pas, de toute façon, service public, s'ils font de la merde, ils tomberont. De toute façon, il y a un truc qui est simple. L'ARCOM sera obligé de sanctionner Delphine Ernotte et les services publics si elle ne parvient pas à suivre les préconisations de la Cour des comptes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, qu'il y ait un complément d'enquête ou non, il y a la Cour des comptes qui est là. Le service public est régulé. Ensuite, c'est l'État de choisir les budgets. Donc, au lieu de réclamer un complément d'enquête, etc., ça devient très populiste en fait, demander un complément d'enquête, faire ci et faire ça, votez, choisissez les gens ce que vous voulez de vous pour demain. C'est ce soir, comme émission, ça vaut du CNews. Non, c'est faux. Non. Pour le coup, ça, je suis obligé de récuser. Je suis désolé. Mais voilà, c'est assez important. Le travail que je fais, je pense, le travail des journalistes sur le terrain, donc qu'on trouve dans presse écrite, qu'on peut trouver ailleurs. Voilà, il y a vraiment des choses à faire et c'est vraiment assez important. Donc, surveillez, informez-vous, questionnez-vous, libérez vraiment vos opinions, intéressez-vous au pluralisme, aux différentes opinions. Dites-vous que quand tout le monde est d'accord avec vous, c'est qu'il y a un problème et c'est pas normal. Et voilà. Et parfois, moi j'incite aussi les citoyens à penser comme des journalistes, c'est-à-dire penser contre soi-même. Et c'est vraiment important, essayer de penser contre soi-même. Et c'est vraiment essentiel. Les syndicats vont se charger de la présidente. Il y en a déjà pas mal, France Ouvrière, quand même, qui monte déjà au créneau à France Télévisions. D'ailleurs, il va y avoir les prochaines élections qui vont arriver, des syndicats. Donc, oui, bien sûr, il va y avoir des mouvements. Mais c'est comme ça que fonctionnent les médias. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir s'informer de manière générale et d'avoir une information la plus claire possible. Oui, ils choisissent leur cible, mais ils choisissent des cibles de toutes les couleurs politiques, François. Pour toi, Sévan, elle bougera pas. Ok, super. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Vive l'information, vive les médias et vive le journalisme. Et on va partir sur un générique de la Starac. Allez, bisous tout le monde. Merci à tous. From Jamaica to the world, it's just love. It's just love.